Ah là, moi perso, il est mort. C'est limite, ouais, bon, je continue de regarder, mais le truc, l'énergie n'y est plus, quoi. Et je me demandais, pour les personnages qui sont dans ce cas-là, je dis pas que c'est le cas de tous, mais comment ils font, quoi. Parce que si t'en parles dans ton entourage, vas-y, mais c'est qu'un personnage de dessin animé ou de roman, c'est pas grave. Bah, si, pour moi, c'est quelque chose, quoi. J'ai dit, bah, il est mort. Alors ce soir, on se retrouve pour parler d'une thématique en lien avec la Toussaint, parce qu'on essaye d'être un peu raccord avec les thématiques du moment. Et on accueille aujourd'hui... ah bah non, je dis la thématique quand même avant. Ah ouais. Donc on va parler Bonjour Kin de la Guyo. mort. Ouais, merci Kin Guyo qui nous rejoint. Je dis bonjour. Ah, bonjour. Oui, alors je rappelle que moi j'ai pas accès à... Oui, ce serait moi qui ferai J'ai pas mis Twitch, du coup, voilà. Ce serait moi qui ferai l'accès. Diras s'il y a des questions. Salut Springouille, salut Kin Guyo. Merci encore de venir. Je te laisse la parole, ça y est, mais je couperai de temps en temps pour dire ce que disent les spectateurs. Je t'en prie. Donc, cette fois, on va parler de la mort à travers les mangas, les animés et la culture pop en général, et plus précisément de nos ressentis par rapport à la mort à travers les œuvres qu'on voit, et en particulier aussi du deuil, donc de comment on traverse la mort d'un proche, comment un personnage traverse la mort d'un proche, et du coup aussi comment ça résonne en nous. Et l'idée, c'est d'aller chercher à chaque fois les émotions que ça génère en nous et comment gérer ces émotions. Et pour nous accompagner dans cette discussion, il y a toujours Flavien et Wallo. Salut. Et on accueille en invité cette fois Elsa Couteyé, qui est hypnothérapeute sur Paris. Bonsoir. Exactement. Bonsoir, ouais. Elsa. Salut, merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Chouette. Et donc, Elsa, on va entrer d'emblée dans le sujet. Comment, toi, tu définirais la mort ? Bam, grosse question c'est vrai que c'est ça. Direct. C'est quand on avait fait la préparation de l'émission, j'ai vu que c'était mon rôle de définir c'est quoi en fait ce truc qu'on appelle la mort, c'est quoi ce truc qu'on appelle le deuil. J'ai dit c'est bien parce que ça va m'aider moi aussi à structurer ma pensée là-dessus. Mais c'est vrai que de toute manière, moi je vais aborder tout au long de l'émission avec mon point de vue quand même d'accompagnante, puisque je suis hypnothérapeute, donc je suis accompagnante en thérapie brève, j'ai différents outils comme l'hypnose, l'EFT, donc tout ce qui est aussi l'EFT c'est Emotional Freedom Technique, donc c'est libération en fait, technique de libération émotionnelle. J'utilise aussi un dérivé de l'EMDR, donc c'est tout ce qui est le retraitement de l'information émotionnelle, l'art-thérapie. Bon, voilà, moi, ça va être aussi avec beaucoup mon regard, en fait, d'accompagnante que je vais pouvoir donner ces définitions-là. Et en gros, pour rester quelque part, en fait, straight to the point, en gros, la mort, je vais commencer par la mort avant de parler du deuil, c'est la cessation de la vie. Voilà, c'est la cessation de la vie, et je précise que pour la plupart des personnes, c'est la cessation de la vie complète et définitive. Mais moi, je mettrais bien entre guillemets complète et définitive parce que finalement, on ne sait pas trop ce que c'est la mort. En tout cas, en biologie, c'est vrai que la mort, elle désigne l'arrêt de la fonction en fait de la cellule, quoi. C'est la cellule qui meurt, donc c'est tout l'organisme des cellules. En fait, c'est la mort en fait de la cellule, quoi. Donc après, de tout ce qui s'ensuit, du corps humain, du cerveau, tout ça, quoi. Et si on élargit un petit peu plus la définition de la mort, on peut remettre en question finalement cette idée que c'est la cessation de la vie complète et définitive. C'est plutôt peut-être le terme d'une vie terrestre. Voilà, on aborde un peu le truc un peu différemment. Et donc en gros, c'est la cessation physique de la vie. Mais après, est-ce que c'est la cessation autre de la vie ? On ne sait pas, on n'a que des hypothèses. Même encore aujourd'hui, on est en train de faire des recherches, beaucoup avec les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau. Et on est en train de remettre en question qu'est-ce que c'est finalement la mort ? Est-ce que c'est quand le cerveau il ne fonctionne plus ? Est-ce que c'est quand le cœur en fait, il s'arrête ? On a en fait aussi tout ce corpus en fait, aussi de récits autour des personnes qui ont vécu en fait, ce qu'on appelle en fait, les expériences de mort imminente. Donc ça, il y a vraiment, on ne peut pas en fait, nier qu'il y a un corpus vraiment énorme international autour de cette expérience-là,
qui décrivent plus ou moins la même chose. Donc en gros, on est encore en recherche et je peux que vous donner ces pistes-là autour de la définition de la mort. Donc en gros, on pourrait dire terme d'une vie terrestre. Mais après, Ouais. voilà. Pour l'après, en Ensuite, fait, on fera une autre émission sur la mort, plus spécifiquement sur qu'est-ce que ça pourrait être l'après-mort, enfin l'après-vie terrestre. Ça sera l'objet d'autres discussions. Mais donc cette fois, l'idée, c'est vraiment d'aborder la question du deuil. Donc, qu'est-ce que le deuil? qu'est-ce que le deuil? Et pour faire la transition finalement entre la mort et le deuil, Mm. on dit aussi la mort, on parle de la mort, donc il y a la mort de soi, mais la mort en fait aussi des autres, la mort de ses proches. Et on parle aussi parfois de décès. On Oui. annonce le décès de quelqu'un. Et la racine en fait du mot décès, ça vient en fait de la même racine du mot départ. Donc c'est vraiment le départ. C'est quelque chose en fait, il y avait quelque chose qui est parti, qui a pris son envol, son départ. Le deuil, lui, en fait, il vient noter en fait l'expérience de la mort d'autrui, le départ de quelqu'un. Et au niveau pareil de la racine du mot de deuil, c'est douleur. Donc, c'est quelque chose qu'on porte en soi, c'est une douleur éprouvée à la suite de la mort de quelqu'un. Et pour résumer, en gros, le deuil, c'est une notion non seulement psychologique et émotionnelle, mais aussi sociale. C'est quelque chose d'extrêmement personnel de soi à soi, mais c'est quelque chose qui est aussi très, très teinté en fait, du collectif et du côté social. En gros, si on revient sur le processus psychique, c'est que vraiment, c'est un processus qui se met en place à partir du moment où il y a le décès, où il y a la mort en fait d'un proche. C'est pour ça que souvent, en fait, en thérapie ou en psychologie, on appelle ça le travail du deuil. Mm. C'est pour ça qu'on a aussi l'expression faire son deuil. C'est que c'est un processus qui s'active. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est vraiment un travail du deuil, quoi. Faire son deuil. Et donc, c'est une réaction personnelle, intime, mais en même temps aussi collective et culturelle. Ça, vraiment, le deuil, on ne peut pas le détacher en fait du collectif, même si le deuil est universel, on va dire, est très, très, très coloré en fait de la notion aussi de culture. Oui, la Bien sûr, culture, donc, les croyances, exactement. le milieu socio-culturel dans lequel on vit, Tout à fait. ce qu'on nous a Puis, raconté, ce qu'on se raconte. voilà. Mm. Et les dogmes, la norme, c'est quelque chose qui peut être extrêmement en fait, collectif, quoi, tout simplement. Donc donc on a forcément le lien entre deuil et vision de la mort et vision des morts aussi. Vision de l'après aussi. On en revient en fait au tout début. Donc moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'était la notion de la fin du deuil. Parce que on a quand même quelque part ça, hein, c'est comme c'est un processus. La question c'est, est-ce que ce processus a une fin? Et ça, de toute façon, on reviendra au fur et à mesure de l'émission, je pense. Parce que moi, je sais très bien que quand je reçois forcément en cabinet des personnes qui sont en train de faire ce travail de deuil, elles viennent parce que leur deuil est compliqué. C'est-à-dire qu'elles ont eu besoin d'un coup de pouce pour pouvoir en fait être accompagnées sur ce moment-là de leur vie, que ce soit un deuil récent, un deuil voilà, qui est là depuis un certain temps. En gros, en psychopathologie, on parle d'une fin du deuil quand vraiment l'événement n'est pas oublié, mais il est commémoré et que la douleur, en fait, elle s'atténue et qu'elle peut même disparaître. Voilà, c'est un peu une définition générale. C'est pour ça que même en psychopathologie, on a des catégories. Cette psychopathologie, c'est vraiment la science en fait de la norme au niveau de la psychologie, de la psychiatrie. Donc forcément, c'est toujours les normes, quoi. Et il y a le deuil normal. Voilà. Là, il y a le deuil compliqué. Et là, en fait, va apporter en fait des réactions émotionnelles fortes, des crises d'angoisse, c'est quelque chose qui submerge à plus ou moins long terme. Puis après, on a même des deuils en fait qui vont sur du pathologique. Là, c'est des troubles psychiques qui peuvent en fait être déclenchés à cause en fait du décès de quelqu'un. Donc le deuil, on peut l'avoir dans tous ces sens-là. Mais en gros, là, si on revient sur qu'est-ce que ça pourrait être la fin du deuil, c'est l'acceptation de la perte en fait de la personne. En gros, on se souvient de la personne sans douleur excessive. Alors moi, j'aime bien cette définition parce que ça veut dire que c'est pas forcément l'absence de douleur, c'est qu'elle n'est plus, la douleur n'est plus submergente. Voilà, c'est pas grave si même après 15 ans, on est toujours ému quand on pense à la personne ou qu'on est toujours touché, mais ça submerge pas. C'est aussi l'idée qu'il y a une sorte de rétablissement des intérêts individuels, c'est-à-dire que la personne se remet dans sa vie à elle. Elle se remet dans un contact au monde, aux autres.
Par exemple, pour une veuve ou un veuf, ça va être peut-être de s'autoriser à re-rencontrer quelqu'un, voilà, à recommencer en fait une vie de couple. Et puis aussi, il y a un retour très très clair à un mieux-être émotionnel et psychique. Ça, c'est vraiment les grandes catégories pour un peu définir qu'est-ce que ça serait la fin d'un deuil. Et ça, pareil, extrêmement culturel. Et rien qu'en France, je sais pas, en 60 ans, la notion de deuil et le vécu du deuil a énormément évolué. On ne fait plus du tout son deuil comme on le faisait en fait avant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. justement. Ouais. Donc voilà, le deuil, c'est quelque chose qui est universel et en même temps très coloré du collectif, du contexte en fait, voilà, on va dire historique, et aussi bien sûr des croyances collectives et des religions. Parce que du coup, les mangas et les animés sont créés à la base dans un contexte japonais, donc à l'origine pour un public, le public de l'archipel, hein, et donc est très teinté de shintoïsme, bouddhisme, on croit en la réincarnation, on croit en l'après-vie physique. Et c'est des postulats en fait, donc c'est des questions c'est quelque chose qu'on remet même pas en doute. Encore une fois, on reviendra sur l'aspect après-vie physique dans une autre émission. Et du coup, là, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était mis en contact. Mon chat, il me cache mes notes. Juste avant que tu continues, Oui. ok, je sais que tu trolls Piper. Il y a du deuil dans les mangas, dit-elle, ou dit-il, Ah je ne ah. sais pas. Les personnages finissent Il y en toujours a par partout presque. les personnages finissent toujours par revenir à la vie. Ça, c'est dans certains mangas comme Pas effectivement. toujours. Pas toujours, Certains, pas toujours. ouais. Justement, ça va être toute notre discussion Ouais. d'aujourd'hui. Et du coup, ouais, on s'est rendu compte, ça c'est dans la thématique de la question, hein, qu'il y avait énormément d'animés, pas d'ailleurs que des mangas et des animés japonais, hein, Elsa va nous en parler, mais il y a énormément d'animés, même pour les enfants, qui nous mettent en contact avec la mort. Et donc on a parlé entre nous de nos traumas. Alors, est-ce que Elsa, tu veux en dire un mot des animés justement qui Oui. ont piqué très fort? En tout cas, c'est vrai qu'on s'est posé la question de finalement de notre premier contact avec la mort au travers de la culture populaire. Et forcément, moi, la culture populaire, c'était beaucoup les dessins animés. Alors, pas forcément japonais, hein, c'était vraiment tout type de dessins animés. Et c'est vrai que ce qui m'est revenu en tête tout de suite, c'était la mort de la mère de Petit Pied dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Ça, pour moi, ça a été un gros choc. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais finalement aimé tout cet univers-là à cause du décès en fait de cette maman. Hein. À chaque fois, je crois que je me demandais où était sa maman. En fait, à chaque fois que je voyais Petit Pied, je me disais mais pourquoi elle est tout seule? Elle est où sa maman? Elle est où sa maman? Donc voilà, premier gros contact et premier choc finalement avec la mort au travers du décès du parent, finalement de la figure d'autorité où l'enfant finalement se retrouve tout seul. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous allez vous souvenir ou si vous l'avez vu, mais La Petite Fille aux Allumettes. Alors, La Petite Fille aux Allumettes, c'est un conte à la base, c'est vraiment un conte, mais qui a été, alors là, je ne sais pas combien de fois mis en dessin animé, en film. C'est vraiment une thématique qui revient beaucoup. Et moi, c'est vrai qu'il y avait un moyen métrage, donc un dessin animé, je crois japonais, qui voilà. Ouais, et c'était là vraiment la rencontre avec le fait que même un enfant, en tout cas une enfant, pouvait mourir. C'est ça, hein, c'est quand même la mise en image du décès d'un enfant. Carrément. Donc, et vraiment le côté l'impuissance. Pour moi, ça là, c'est vraiment l'apprentissage de la blessure d'impuissance face à la mort. Comment finalement, en fait, on ne peut rien faire. Parfois, il y a des enfants, il y a des personnes qui meurent alors que l'impression qu'elles ne mériteraient pas de mourir, même si on ne mérite jamais de mourir, mais vous voyez, dans le sens de l'innocence pure de cette petite fille en fait qui est sans ressources, qui ne veut pas rentrer chez elle parce que elle n'a pas vendu assez d'allumettes et qu'elle va se faire battre par son père. Donc elle est emportée comme ça par ces allumettes qui lui permettent de se reconnecter avec une figure d'autorité. Et ça, toi, quand tu l'as vu, ça t'a fait quoi? Mais moi, je crois que ça m'a...
je crois que le mot, c'est impuissance. Je crois Ouais. vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tu sais, le sentiment de presque d'injustice aussi, ou de ça ne devrait pas avoir Ouais. lieu. Ce truc-là, de ça ne devrait pas. En fait, ce n'est pas normal, et pour autant, ça l'est. Surtout qu'en plus, c'est la veille du réveillon, Ouais, clair, du c'est... 31, tout le Tout le monde monde est, fait la tout le fête et monde tout. est Ouais. heureux, tout le monde fait la fête, et elle regarde tout le monde au travers de la fenêtre alors qu'elle est en train de se geler, et qu'elle meurt de froid. Bah Et oui, le lendemain tellement. matin, les gens, quand ils sortent de leur transe de fête, eh ben, ils retrouvent le cadavre de la petite fille, et c'est là où ils s'émeuvent, alors que la veille, ils passaient devant elle sans rien faire. Tu vois, c'est vraiment le choc de l'impuissance et de la dureté du monde. Ouais, parce que moi, c'est marrant, parce Ça que a bien, bien. pour moi, c'était l'injustice et pas forcément l'impuissance, quoi. Pour le même, Ouais. le même dessin animé. Ouais. L'injustice, je pense qu'elle y était beaucoup, beaucoup. Hein. Mais je crois qu'avec le temps, je pense que c'est plus l'impuissance. Souvent, l'injustice et l'impuissance, ça peut activer en fait une blessure assez similaire. En tout cas, très côte-côte. En tout cas, c'est ce que je repère moi en séance. Donc voilà pour la petite fille aux allumettes. Surtout que moi, ça a bien aussi ancré une croyance qui était déjà là en petite, hein, c'est que le monde extérieur est dangereux. Donc, je m'étais dit, ah Ouais. bah ouais, je m'étais dit, ah ouais, sympa en fait. Une enfant peut vraiment mourir comme ça dans ce monde, quoi. Mmh. Voilà. Et puis après, c'est vrai que je vous avais parlé de l'Histoire sans fin. Alors, c'est pas un animé, mais c'est quand même très, très lié à la culture populaire. Et ça, vraiment, ça a été pour moi deux grands apprentissages. C'est le choc face à la mort. Je ne sais pas si ça va vous parler du cheval, en fait, Moi, je du m'en personnage souvenais pas. principal. Moi, je, m'en- Ouais, mais Je, là, moi, ouais, je m'en souvenais je pas. l'avais vu, mais je m'en souvenais pas, non. Ouais. ouais. Moi, c'est une scène qui m'a... Le cheval tout blanc, qui normalement est si La valeureux, le fidèle pureté et tout. Ouais. compagnon, Ouais. la pureté, qui est dans ce marécage intérieur, enfin un marécage boueux, enfin horrible, et qui en fait, et dans le film, c'est ça, c'est il est contaminé par la mélancolie qui C'est tombe en ça, fait c'est sur le monde vrai. du C'est personnage vrai. principal. La mélancolie, c'est le désespoir. Là, on est C'est sur une vrai. superbe métaphore du Ouais. deuil. Hein. Je ne vais pas vous dire, mais Non, mais c'est vrai, c'est clairement c'est ça. avec la C'est mélancolie. Non, quand c'est les vrai. choses se figent en nous, quand elles n'arrivent plus à se digérer, quand on n'arrive plus à avancer, bah, on est dans cette boue, et on a beau avoir quelqu'un qui nous tire. Le cheval, en fait, il est envahi par ça, il fait le choix en fait de mourir. Quoi. Là, vraiment, il se laisse mourir dans ce Spielberg marécage-là. demande, mais il ressuscite à la fin, non? Il ressuscite à la fin, c'est vrai. Il revient à la fin. C'est vrai que j'avais oublié. Comme moi, j'étais restée sur le fait qu'il est mort, quoi. C'est horrible. Ouais, mais c'est Ouais, vrai, ça il t'a ressuscite à la marqué. fin. Donc, Mais c'est-à-dire que ce moment-là était assez marquant, même s'il ressuscite à la fin. Le moment, Mais ouais. c'est-à-dire que c'est aussi le déchirement pour Atreyu, en fait, de perdre son compagnon et Ah oui. d'évoluer aussi. Et comment il doit évoluer avec ce deuil, Exactement. quoi. Exactement. Et je sens que c'est quand même une scène qui a marqué beaucoup de monde, parce que pour les recherches de l'émission, je suis allée refaire un tour sur YouTube pour voir cet extrait à nouveau. Je voyais dans les Oh, la commentaires violence. toutes les personnes des années 80-90 qui disent « Oh mon Dieu, mais cette scène, elle a été horrible, à tout jamais, je me souviens, Artax, non, pourquoi ?» Enfin, voilà, il y avait, voilà, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a, il y a un autre apprentissage extrêmement fort pour moi avec l'Histoire sans fin. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi, c'était justement... ça m'a fait le lien maintenant que je suis accompagnante, et souvent en séance, moi je demande aux personnes comment elles apprennent à faire ce qu'elles font, ou comment elles ont appris à ne pas faire ce qu'elles ne savent pas faire. Alors, pour être précise, Attends, typiquement, si on est sur- va moins vite, t'as dit quoi? tu vois, comment elles apprennent à faire ce qu'elles Ok. savent faire, ou comment elles n'ont pas réussi à apprendre en fait ce qu'elles ne savent toujours pas faire. Quoi. Ok. Ça va, c'est pour les comportements, c'est pour les capacités, mais aussi pour les émotions. Typiquement pour Comme la par mort, hasard. la peur de la mort, bah, moi quand j'ai reçu des personnes qui viennent spécifiquement soit pour la peur de leur mort à elles, ou la peur de la mort d'un proche, je leur demande comment avez-vous appris à avoir peur de la mort, ou toute autre peur. Mais là, comme là, notre contexte c'est la mort, donc comment vous avez appris à avoir peur de la mort? Typiquement, comment vous avez appris à ne pas avoir peur de la mort? Parce que j'ai aussi des personnes qui sont dans des grandes souffrances, elles ont peur de plein de trucs, mais alors la mort, c'est pas grave. Vraiment, il n'y a pas... Voilà, c'est OK. Donc, je me dis, mais comment elles ont fait pour que ça soit OK, et pour d'autres trucs, ça soit pas OK? Surtout que moi, personnellement, en tant qu'accompagnante, j'ai aucun souci à accompagner ces thématiques-là. Mais alors, pour moi-même, on va dire que c'est encore un work in progress. Voilà, c'est un processus. Moi, je dis souvent que j'apprends encore à mourir. Voilà, tout autant que j'apprends à vivre, j'apprends encore à mourir. Et en gros, voilà, alors de revenir sur l'Histoire sans fin, ça m'a fait me dire « Ah, mais je pense que c'est un élément clé de mon apprentissage de la peur de la mort. »
Parce que quand même, on est Mmh. dans l'histoire sans fin avec ce néant, ce danger du Mmh. néant qui va engloutir le monde en fait du personnage principal, donc Atriou, enfin même de tous les personnages en fait de ce monde-là, et qui amène le désespoir, la mélancolie. Et en gros, le néant, c'est vraiment rien, quoi. C'est la mort, en fait. Il n'y a plus rien après, ça sera fini. Et quand ça sera fini, ça sera trop tard. Donc c'est pour ça qu'il y a l'urgence, en fait, de sauver ce monde-là. Parce que quand le néant arrive, ben, il n'y a plus rien. Et que même ce personnage de géant de pierre, ben, même si c'est un géant et qu'il est de pierre, eh ben, il sent il est en danger et qu'il peut en fait être emporté par le néant. Donc on sent en fait la puissance du néant. Ah, mais en fait, Donc en t'écoutant sur l'histoire sans fin, je viens de voir que pour Kingdom Hearts, en fait, c'est à peu près la même histoire. Hein. Ils sont tout piqués. Parce que ouais. dans Kingdom Hearts, en fait, c'est l'ombre qui vient tout prendre. Et en fait, il faut donner un peu plus d'amour pour que l'ombre envoie. Pour qu'il n'y ait plus d'ombre, effectivement. Et l'ombre est synonyme de mort, parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont chopées dans l'ombre deviennent des sans-cœurs. Et vu qu'il n'y a plus de C'est cœur, vrai. et ben en fait, c'est la mort de leur âme et la mort de eux-mêmes, quoi. Et du coup, la clé du héros, c'était pour ouvrir un peu les cœurs de tout le monde et pour dissiper cette ombre-là et pour redonner vie aux gens. Mais du coup, ouais, c'est à peu près la même histoire. J'avais jamais fait Tu le lien. vois. Ah, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me reste beaucoup de l'histoire sans fin, c'est la mort de Artax et cette notion du néant. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'ai des moments un peu down et que je commence un peu à philosopher sur la vie, je me dis, bon, bah, la fin c'est le néant, quoi. Et ça, je sais que c'est encore à travailler pour moi, de mois à mois. Mais d'ailleurs, les séances que je reçois, enfin, toutes les personnes qui viennent travailler sur ces sujets-là ou même sur d'autres sujets, apprennent beaucoup parce que ça me permet en fait justement d'explorer d'autres croyances, d'autres manières de voir, des personnes qui arrivent très bien à traverser justement ces mêmes émotions, ces mêmes appréhensions. Et je me dis, ah bah, si moi je vois que là, telle compagnie y arrive, bah, ça veut dire que moi aussi, rien n'est perdu, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aussi que j'étais très contente de partager ce moment avec vous et avec tout le monde, toute la communauté, parce que je me dis que c'est une petite pierre à mon édifice de, voilà, j'apprends à mourir et j'apprends à vivre ça au mieux, quoi. Voilà pour mes premiers contacts, en tout cas. Oui, Bah, après, mais en c'est fait, ça part du postulat quand même que, il y a un néant et en fait, c'est ce néant qui te fait peur. ça. Et OK. c'est ce qu'on se disait, hein, ça. Et c'est que finalement, Mmh. quand les personnes elles viennent en séance, quand on discute de la peur de la mort, que ce soit pour soi ou pour ses proches, c'est pas seulement la peur de la mort, parce qu'une peur, souvent, alors elle est anticipée. Alors elle est soit apprise parce qu'elle a été vécue et qu'elle est le résultat d'un traumatisme et que le cerveau dit plus jamais ça, donc il envoie un maximum de peur pour dire en fait plus jamais ça. Mais il y a des peurs en fait qui sont en anticipé, et la peur de la mort en fait c'est ça. Mais si on la décortique, c'est pas seulement la peur de la mort, c'est ce que pourrait contenir en fait cette mort. Et finalement on tombe sur la peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur d'être abandonné, la peur d'abandonner. Il y a tout ça en fait qui est peut-être à décortiquer et à écouter finalement quand les personnes s'expriment sur leur peur de la mort, quoi. Mmh. Bah, je pense qu'on va être amené à revenir dessus. Et juste pour terminer peut-être sur la thématique du premier contact qu'on a pu avoir avec la mort à travers les dessins animés, n'oublions pas Rémi sans famille. Mais oui, Hein. mais oui, bah oui. Parce que voilà, bah, moi ça m'a enfin c'est en discutant avec toi en brainstormant avec toi, Elsa, que ça m'était revenu parce que c'est le premier dessin animé qui m'est revenu quand je me suis posé la question, ah oui, mais et moi? Parce que je pense avoir vu des personnages mourir dans d'autres animés, parce que c'est assez courant au Japon, même dans les dessins animés pour enfants, mais qui m'est vraiment marqué, qui m'est vraiment fait mal. Je pense que c'est Rémi sans famille, quand le petit singe est malade et qu'il y a un chien ou plusieurs qui se fait manger par les loups. Et là, ouais, ça te met en face de la cruauté de la vie, et ouais, l'impuissance, l'injustice, tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Enfin, on a parlé tout à l'heure. Et puis là, avec mon esprit, mon mental d'adulte, je me suis dit, bon, attends, si on prend un peu de recul, si on satellise un peu par rapport à cette situation où un chien va se faire manger par un loup, du point de vue du loup, bah peut-être que s'il n'y avait pas eu ce chien, eh ben, il y aurait des bébés loups qui seraient morts. Et ce serait triste aussi, en fait.
Donc Ah, voilà, je me suis tu vois, je Ah me ouais, suis ouais. dit, voilà, dans bon, la nature, il y a des choses, et ben, d'un point de vue, c'est triste et puis d'un autre point de vue, c'est pas triste et puis, ben, en fait, tu changes de point de vue et ben, ce qui était pas triste, bah, ça devient triste et puis inversement. Je sais pas si c'est très clair, mais C'est voilà, sûr. c'est le petit exercice que je me suis fait entre moi-même et moi-même pour équilibrer ma tristesse de la mort du chien. Paix à son hmm. âme. Et pour aller dedans, dans ce truc-là, même dans le chat, ils le disent, hein, mais on va rapidement Ouais. parler du tombeau des Lucioles, quoi. Ah mais Ah, oui, Bah oui, le tombeau mais des bien sûr, Lucioles, mais ça, mais ah, si on ne l'évoquait le pas, cœur brisé. si on ne Mm. l'évoquait pas, ça ne pouvait pas rentrer parce que c'est vraiment cet animé qui nous a tous déchiré le cœur pour plusieurs raisons, quoi. Où Mm. tu as effectivement le sentiment d'impuissance, d'injustice, ça touche des enfants, du coup ça touche aussi nos corps d'adultes, nos âmes d'enfants aussi. Euh, donc oui, le tombeau des Lucioles, un- c'est même plus un conte, c'est vraiment la vérité, quoi. Donc en fait, Mais oui, parce qu'en et plus, c'est tellement proche de la vraie vie, tu vois, ouais, que de ce qui se passe dans le monde, bah hein, ouais, c'est ça. aujourd'hui, dans les guerres et tout. Du coup, bon, ben, ça te met une bonne claque. C'est ça. Et en plus, le fait Mm. de le faire aussi en animation, parce que bien sûr, le scénariste principal avait plein d'offres et tout. Et quand Takahata lui a dit, en fait, je vais le faire en animation, il fait, bah oui, c'est là où en fait, où on peut avoir le plus d'émotions, parce que c'est là où on pourra décortiquer les émotions à vraiment dessin par dessin pour véhiculer, bah, en fait, cette tristesse qui apparaît sur tout le film. Et l'animation plus la musique apporte aussi tout ça, qui fait qu'en fait on est transporté et porté aussi par cette histoire. hmm. Et finalement, ben, je pense qu'on pourrait passer toute l'émission à faire la liste Oui, de mangas ou d'animés où il y a des morts et que ça nous a attristés, tout ça. Et effectivement, il y a plein d'œuvres où on peut voir des personnages déjà face à leur propre mort, hein. Bah, je pense à des œuvres qu'on a évoquées entre nous, comme Ikigami, où les personnages qui racontent l'histoire d'un mec qui va annoncer leur mort à plusieurs personnes, hein, quand même. Et du coup, on voit plusieurs types de réactions à l'annonce de leur propre mort, quoi. Euh, et, et moi, ce qui m'a... Alors, j'avoue que je n'ai pas eu ni le temps ni le courage de lire la série jusqu'au bout. ah, et pourtant Euh, la fin est très intéressante d'Ikigami parce que, pour rappel, l'histoire d'Ikigami, c'est quelqu'un qui est la population, on est en surpopulation. C'est bizarre, ça rappelle quelque chose. Et les gens ont un vaccin une injection qui est portée, qui donne une limite de temps à leur vie. C'est un peu comme Time Loop avec le chanteur Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ouais. Hmm. Et du coup, vous voyez, enfin, ils ont un limite de temps pour vivre, et il y a une personne qui travaille, qui est fonctionnaire, et qui va apporter chez la personne qui va mourir, et dire, bah, demain, tu vas mourir. dans 24 heures, tu Dans meurs. 24 heures, ouais, dans 24 heures, tu meurs. Qu'elle ait 10 ans, ou qu'elle ait 50 ans, ou 60 ou plus, c'est pareil. Du coup, on Mais voit. je crois que c'est avant ses 24 ans ou un truc comme ça, hein. C'est entre 18 et 25 C'est ans. 18 et Ouais, c'est 25 ans, ça. ouais. Mais Ouais. ça, des fois, il y a aussi des trucs où certains ont échappé, c'est plus tard aussi, quoi. C'est entre 18 et 25 D'accord. ans. Et du coup, voilà. En gros, il y a ça. Et on voit l'histoire de chacune des personnes qui va vivre ces dernières 24 heures. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit justement l'histoire de ce jeune homme qui se dit, bah, en fait, je suis en train d'apporter la mort. Je suis la faucheuse. Et qui commence petit à petit à réfléchir sur ce système-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant à dire. Comment est-ce que je peux essayer de combattre ce système qui n'est pas du tout fair, qui veut être le plus juste possible, mais qui ne l'est pas. Et comment est-ce que je peux combattre la mort tout en donnant la mort. Enfin voilà, c'est une question éthique et morale qui est Mm. très intéressante et qui est répondue à la fin. Je ne spoil pas, c'est-à-dire. Ok. Mais là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction des gens
face à ok, je vais mourir. Et moi, en fait, je me suis dit, finalement, ils ont de la chance d'avoir du temps, tu vois, parce que en réalité, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Enfin, si des fois, quand tu es malade et que tu le sais, bon, tu es amené à le savoir, mais tu meurs dans un accident, t'as pas été prévenu, tu vois. Il n'y a pas un mec qui t'a dit, à telle date, tu vas mourir d'un accident, quoi. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, enfin de notre vie, de fait de savoir qu'on va mourir à un moment. Donc voilà, je trouve que c'est un manga qui amène à réfléchir sur le sens que tu donnes à ta vie et finalement aussi le sens que tu donnes à ta mort. Parce que moi, le fait que quelque chose ait du sens, c'est un truc qui est important pour moi. Et tu vois, et bon, du coup, j'anticipe vachement sur la suite de l'émission parce que On va revenir de toute façon. l'idée c'était d'en parler après. Mais ouais, le fait que moi, ma vie ait à mes yeux, à mes propres yeux, ait un sens et que j'ai fait des choses qui aient eu du sens pour moi, c'est un truc qui est super important, quoi. Et du coup, voilà, il y a des choses qui m'ont parlé dans les tomes que j'ai lus, où les personnes confrontées à cette annonce ont un peu de temps, mais un peu de temps pour se dire, ok, là maintenant tout de suite, comment je donne un sens à ma vie, quoi. Il y en a qui se posent pas vraiment la question, mais qui finalement se retrouvent à un moment où ils s'alignent. Ils sont obligés d'être raccord avec eux-mêmes parce que c'est leur toute dernière chance de le faire, quoi. Donc voilà, il y a ça. Il y a dans le genre plus épique et plus violent aussi, l'attaque des titans, hein. Ils sont baignés dans une ambiance où ils peuvent mourir croqués par un titan à peu près n'importe quand. Enfin bon, ils voient quand même les titans arriver, mais bon, c'est une ambiance hyper pesante. Et c'est un autre contexte. Du coup, quand tu te retrouves, voilà, les émotions sont du coup exacerbées et hyper violentes, quoi, au moment où ils sont vraiment face à la mort. Et là, on est plus, je trouve, dans un contexte de guerre, quoi, de danger ultime et imminent, où vraiment c'est la mort te pend au nez. Donc, on est dans deux contextes différents, mais en fait, le fait de voir ces œuvres, ça nous questionne et ça nous émeut et ça nous amène aussi à nous poser des questions sur les émotions qu'on ressent. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Tiens, d'ailleurs, quand vous avez évoqué Rémi, c'est clair que moi aussi, étant de génération Récré à 2, à l'époque où je l'ai vu, période d'années 80, ce que je remarque aussi par rapport à ce que tu dis, en tout cas dans mon cas, c'est que ce qui m'émeut plus, ou ce qui me préoccupe plus, c'est la mort de l'entourage plus que la mienne. Et dans le cas de Rémi sans famille, c'est l'effet cumulatif qui m'a peut-être traumatisé ou qui m'a fait prendre conscience de ce que c'était que la mort, parce qu'il y a d'abord, avant le singe, si je me rappelle bien, il y a d'abord la mort du maître, qui est la première chose qui est un peu curieuse, mais que je vivais moi un peu, alors ça peut paraître curieux, comme une sorte de justice et d'injustice. Justice au sens où je trouvais que Vitalis était vraiment sévère avec Rémi, et donc il est parti, tant mieux. Mais en même temps, il avait créé une relation tellement profonde que ça devenait, c'était très ambigu quand j'étais petit, quand j'ai vu ça, parce que j'avais le côté, ah ouais, lui il a été sévère avec lui, et finalement il est parti, entre guillemets, Rémi va être un peu plus libre. Mais la notion vraiment de la mort, du coup, moi, m'a marqué, c'est justement après avec le singe, où pour moi, il y avait vraiment un côté très proche dans la relation. Et là, moi, pour le coup, c'était une injustice parce que c'était en plus pendant une super représentation. Enfin, s'il faisait son son du cygne.
Et c'est là où la première fois que la mort m'a touché, mais parce que je me projetais dans un personnage, c'était là où ça m'a touché, que ça m'a attristé. Bon, j'étais vraiment triste. C'était ah ouais, le pauvre et tout, il méritait pas ça. En plus, il avait que ses compagnons. Enfin, il faisait partie de la. Et c'est le coup, en tout cas moi qui a vraiment créé ça. Il y avait un autre dessin animé. Alors c'est bizarre parce qu'on m'en reparlait là que ça m'est revenu et on n'a pas l'extrait. Mais Quoi? l'autre mort qui m'a touché, Du coup- en fait, c'est dans Candy et c'est la mort du prince de la colline. Putain, j'en étais sûr que je devais mettre Candy. J'en étais sûr, je le savais, je le savais. Je le savais, je le sentais. Je le sentais. C'est parce que, en fait, euh, pour moi, l'histoire commençait bien. Elle a son. Et bam, le gars meurt dans un accident. Je ne sais plus si c'est une partie de chasse ou ils sont en cheveux. Je me rappelle qu'ils étaient à cheval, que le cheval se fait prendre dans un piège à louche, tombe, il a un accident. Et c'est ce côté-là. Attends, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le fait qu'elle était avec quelqu'un qui, enfin, l'aimait, l'appréciait pour ce qu'elle était. Et puis c'est cette personne-là qui meurt. Et tu dis, mais attends, mais il y avait le côté, mais elle n'a pas de chance. Elle n'a pas de chance. Et c'est à chaque fois, moi, dans les animés, quand ça se produit, je suis touché. Enfin, ça me renvoie plus à la mort de l'entourage, mais pas, ça me renvoie pas à ma propre mort. En revanche, quand vous avez évoqué la notion de néant, la petite nuance que moi j'apportais quand vous parliez de l'histoire sans fin, dans mon cas, ça, c'est la peur qu'il y ait, c'est pas la peur du néant, mais c'est la peur de ne pas avoir existé. Mm. Je sais pas si c'est cette nuance-là qui moi me touche. C'est comme si, comme c'est fini et qu'il n'y a rien après, donc j'ai pas existé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mince. Attends, Ouais. non, j'ai pas percuté. Là. Tu veux que je Ouais, réexplique? j'ai pas percuté. En fait, donc, comme je disais, quand je regardais des animés, ou même l'une des classiques morts de Shiryu, et même si pour notre internaute, oui, Shiryu ressuscite après dans les Chevaliers de Zodiac, par son sacrifice, quand il déclenche son ultime dragon, à chaque fois, c'est toujours les personnages. Moi, ce qui me touche, c'est l'extérieur par rapport à la mort. C'est pas de projection sur moi, je vais mourir un jour. Ouais, mais ouais, c'est ça, ouais. Ok. Maintenant, quand je repensais à ce que Elsa disait, quand elle évoquait la notion de néant, Ouais. en fait là, et quand ça a commencé à évoquer la notion de mort par rapport à soi, et de se dire, oh, mais moi, qu'est-ce qui me fait peur? En fait, c'est pas le néant en tant que tel, c'est le fait que si je meurs et qu'il n'y a rien, en fait, j'ai pas existé. Ouais. Et je pense que je n'ai toujours pas Enfin, compris. en fait, Mais... c'est-à-dire que le fait de pas exister, le fait de pas avoir existé, c'est que comme il n'y a pas de contexte, j'ai apparu, j'ai disparu, et c'est fini. D'accord. Est-ce que là, ça te parle un peu plus? Oui, ça me parle, mais ça me touche pas. Mais oui. Ah oui, d'accord. Non, Merci Voilà. Fabien. Allez, au revoir. Je te laisse ton truc. Moi, non, mais je comprends. Mais d'accord, ok. Voilà. Mais c'est Wallo, rigolo, ok. je pense que c'était vraiment pas le seul, parce que je pense que toutes les personnes, voilà, tous les noms qu'on apprend en fait en cours d'histoire, je pense que quelque part c'était des personnes qui avaient ce tempérament, ou en tout cas cette crainte, en tout cas qui voulaient laisser une trace. Voilà. Depuis la nuit des temps, on entend en fait des personnes qui veulent laisser une trace. De toute façon, tu l'as même dans les contes mythologiques avec Achille. Je crois qu'à un moment donné, je crois que c'est Athéna qui lui dit soit en fait là, tu vas mourir. Soit tu choisis en fait que tu meurs pas et tu as des enfants et en fait ton nom il est oublié au bout de 3 générations. Soit en fait tu meurs là maintenant. Et en fait, jusqu'à la nuit des temps, on se souviendra de ton nom et on se souviendra que tu es un héros. Et ben, il préfère en fait qu'on se souvienne de lui, laisser une trace, que son nom perdure, plutôt qu'en fait d'avoir là dans sa vie quelque chose qui se vit pleinement, quoi. Donc voilà, moi ça me fait penser à ça. Je pense que clairement, tu n'es vraiment pas le seul à avoir un truc avec ça, quoi. Ok, voilà, c'était le. Non, mais faire c'est intéressant. Je trouve ça... Voilà. Pour revenir à cette notion où comment je le vis. Enfin, quand on parlait de la peur tout à l'heure, ouais, bon, ça me parlait pas. Et après, j'ai tendance. Non, moi là où ça me fait peur, vraiment, c'est ça. C'est à cet endroit-là où. Mince, non, j'étais pas là. On n'a pas su que j'étais là. Voilà. Et peut-être que ça fait un lien avec ce que tu disais, Sae, au niveau du sens. Oui. Que finalement, la trace, peut-être que, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Wallo, mais je pense que la plupart des personnes, en fait, laisser une trace, c'est aussi donner du sens.
porter du sens en fait à cette vie, que ça puisse perdurer et qu'au moins on puisse se dire que j'étais pas là pour rien, quoi. Genre, j'étais là et en plus, ça a servi à quelque chose. Oui, bah effectivement, c'est vrai que je pense que c'est lié à cette question de sens, parce que quand je compare les, les morts, il y en a une autre que j'évoquerai notamment un petit peu plus tard, qui est dans Death Note, c'est vrai qu'effectivement que c'est la question du sens qui m'attrait, parce que si je devais comparer la mort du prince de la colline dans Candy, je trouve que c'est une injustice pour Candy. Après, je dis bon, pour Rémi, je trouve que c'est une injustice parce que un de ses compagnons qui ne le maltraitait pas et avec lequel il s'entendait bien, avec lequel il y avait une connivence, part également. Donc je dis putain, Maître Vitalis, le chien reste, les gars, ça fait beaucoup, laissez-le tranquille. Et là où, effectivement, là, la question de sens m'a également beaucoup touché, en tout cas à l'époque où on l'a vu. Pour ceux qui connaissent les Chevaliers du Zodiaque, le premier arc, qui est la mort et le sacrifice de Shiryu. C'est-à-dire que c'est bizarrement, j'avais déjà vu des morts avant, mais celle-là, elle m'a touché parce que le gars, il était dans il avait un sens dans sa mort. Il savait qu'il partait pour mourir et que c'était, je vais pas dire noble, mais voilà, le gars, s'il part, ouais, mais regarde ce qu'il a fait. Ah ouais, quand et donc, ok, tu peux partir comme ça. Et là, cette mort-là, ouais, effectivement, celle-là, elle est rentrée en résonance. C'était pas juste, ah ouais, mais Shiryu, il est mort pour ses potes. Non, c'était beaucoup plus que ça. Donc là, la question du sens, ouais, elle a commencé à faire écho pour rejoindre ce que dit. Ça y est. Tadam. Mais ça fait aussi, ouais. Vas-y, ça y est, pardon. Je t'en prie. Non, j'allais passer à la suite, donc vas-y, je te laisse. C'était justement pour revenir sur les émotions, parce que moi, je vois très bien en séance, quand j'accompagne des personnes qui sont justement dans leur travail de deuil, dans leur processus de deuil, la plupart des personnes qui viennent en séance, c'est pour trouver un sens, parce que toutes seules, en fait, elles sont face au choc ou au non-sens, et que ça les met dans une grosse blessure, voilà, comme je disais, hein, d'injustice, d'impuissance, mais aussi voilà, de la tristesse, de la colère. Et que parfois, en fait, je ne sais pas si on arrive finalement en séance tout le temps à trouver du sens. Ce n'est pas forcément l'objectif. C'est au moins de déposer en fait ce besoin de sens qui n'a pas pu être assouvi pour le décès de quelqu'un, soit parce que c'était un choc, ou soit même pas. Hein, même des personnes qui s'attendent depuis très longtemps parce que la personne est malade. Parfois, il n'y a pas de sens et qu'il y a besoin d'accompagnement justement pour déposer ce manque de sens et cette vulnérabilité par rapport en fait à cette fragilité en tout cas par rapport au manque de sens. Mais parce que je pense que c'est très lié à notre nature humaine, à notre condition humaine. Ce que tu disais en fait que donner du sens finalement que les personnages dans Ikigami ils ont la chance d'avoir 24 heures pour justement donner du sens à leur vie. Si c'était pas déjà le cas avant, ben, il leur reste 24 heures. Ça peut être une chance, mais ça peut être aussi un lourd fardeau. Enfin, il y a plein d'émotions en fait derrière ça, comment c'est vécu pour soi, pour les autres. Et donc voilà, on revient sur la notion des émotions où le deuil c'est un processus hautement émotionnel avant tout. Et du coup, ouais, ça va bien avec l'enchaînement que je voulais faire. Parce que, donc, on voit des gens qui sont confrontés à leur propre mort, l'annonce de leur propre mort, on voit des personnages. Donc, nous, ça résonne en nous. Aussi, quand on est très ému en voyant la mort d'un personnage, nous-mêmes, finalement, on doit faire le deuil de ces personnages. Et on voit aussi, dans plein d'œuvres, des exemples de gens de personnages qui sont confrontés à la mort de leurs proches. Et donc, quelles émotions eux ressentent et qu'est-ce que ça provoque dans leur vie, quoi, sur le moment ou dans leur quotidien. Et là, il y a plein d'exemples. Ah oui. Ouais. Et tout à l'heure, en parlant des émotions, on a notamment cité l'exemple de la colère avec Dragon Ball. Qui veut en parler ? Vas-y, je vais en parler. Alors c'est vrai que j'ai pas mis d'image, mais c'est n'importe quoi. Mais tout le monde connaît Dragon Ball. Voilà, tout le monde connaît Dragon Ball. Non mais oui, en fait pour Dragon Ball, le déclenchement de Super Saiyan, c'est quand Krillin meurt. Donc
Donc en fait, c'est la colère qui arrive, qui émane de Sangoku, qui voit son pote, son meilleur pote mourir sous ses yeux, exploser, avec un grand non Goku, sauve-moi, et qui est déchirant aussi à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui anime Goku, où il trouve la force d'aller plus loin? Et ben en fait, c'est la colère. Du coup, le voir la mort en face déclenche aussi de la colère sur Goku, quoi. Un autre exemple aussi, sur un autre, ou cette fois-ci je visuel, c'est sur un manga, un one-shot de Shikyun qui est My Broken Mariko, où aussi c'est Mhm. la colère qui anime Tomo. Rapidement sur l'histoire, My Broken Mariko, en fait c'est l'histoire de Tomo qui fait face à la mort de sa meilleure amie Mariko, qui a été battue par son père et eu aussi d'autres trucs par son père, et qui décide de se suicider, qui écrit une lettre à Tomo. Et Tomo, en fait, elle reçoit la lettre, elle assiste aussi aux funérailles de sa meilleure amie, et en fait, le premier truc qui est arrivé, c'est la colère. Parce que en fait, elle s'est dit qu'elle pouvait la sauver, que si elle avait arraché plus tôt de ce père néfaste, elle aurait pu peut-être sauver sa meilleure amie. Et elle décide de voler l'urne dans la maison familiale et d'emmener Mariko, les cendres de Mariko, faire un dernier voyage à la plage, là où elle a toujours voulu aller. Et tout le récit est poignant de vérité sur ce que tu peux éprouver quand tu es en phase de deuil. C'est-à-dire que tu passes sur de la colère au début, parce qu'effectivement là c'est un suicide où tu aurais pu... enfin en tout cas on se dit qu'on aurait pu sauver quelqu'un. Du coup il y a Du coup, il y a de la il y a culpabilité la aussi. culpabilité, de la Mm. colère, de la tristesse, parce qu'effectivement il y a aussi ça qui arrive. Perdre un être cher. On va perdre notre cher. Et il y a aussi de la joie, parce qu'on va aussi se remémorer tous les moments qu'on a passés avec la personne, puisque vu qu'on est sur un voyage, autant aussi voyager avec la personne et voyager avec ses souvenirs. Des moments de rigolade, des moments de doute, jusqu'à la fin où il y a la libération, où les cendres disparaissent, comme en fait pour accepter de dire ben voilà, on a passé un beau moment ensemble, maintenant j'ai ma propre vie, tu as ta propre vie, entre guillemets. On a fait un bout de chemin ensemble, mais dans tous les cas, je pense à toi. Et c'est poignant de vérité. C'est hyper beau, voilà, je ne peux pas dire d'autres mots, mais en fait, voilà, toutes les émotions sur les étapes du deuil qui sont savamment menées sur les chapitres. Chaque chapitre est un peu une émotion, quoi. Je pense que c'est un bon manga pour voir ce que c'est l'évolution du deuil, quoi. Mmh. Et Elsa, toi, du coup, en séance, t'as été, la colère, c'est une émotion que tu constates souvent, que tu vois souvent chez des personnes? Ouais, ouais. En fait, c'est justement parfois, je reviens sur vraiment en fait sur Dragon Ball où c'est parce que il va jusqu'au bout de cette colère qu'il passe en fait le niveau supérieur. En tout cas, moi, c'est des mots à moi. Mm. Et en gros, moi, je vois beaucoup des personnes qui, parce que enfin, elles s'autorisent à être en colère, que non, c'est pas de la tristesse. C'est beaucoup, beaucoup de colère. Alors, ça peut être colère contre soi, colère contre la personne en fait décédée, colère contre la vie, colère contre la mort, colère contre la fatalité, enfin, qu'importe. Mais la colère de base, ce que je dis vraiment beaucoup, beaucoup aux personnes, hein, souvent en fait dans ces séances-là, je fais beaucoup de psychopédagogie, j'explique beaucoup la physiologie des émotions. La colère, en fait, c'est vraiment l'idée que c'est l'émotion qui dit à l'intérieur, je ne suis pas d'accord avec la situation. Je ne suis vraiment pas d'accord. Et donc, les personnes, elles ont le droit de ne pas être d'accord. Donc, c'est parce qu'elles vont s'autoriser enfin en fait, à manifester leur colère, à traverser leur colère, qu'elles vont comme se remettre en mouvement. C'est vraiment cette idée qu'il y a une énergie. La colère, c'est aussi une émotion d'énergie. C'est un réservoir formidable en fait, d'énergie, de mouvement, de changement. C'est un carburant vraiment qui est fait pour ça. Le carburant du changement, de la transition. Et que les personnes qui ne s'autorisent pas à aller en fait, traverser leur colère ou simplement à le faire coucou, à la traverser, bah elle se privent finalement d'un carburant qui est fait en fait pour la transition et pour le changement. Donc ouais, la colère c'est vraiment quelque chose que je peux accueillir tout autant en fait que toutes les émotions qu'on a nommées en fait il y a quelques instants. Et même souvent moi je prête très très attention en fait dans comment les gens me parlent s'il n'y a pas des omissions de colère justement. Je prête beaucoup beaucoup l'oreille à ça. Alors après c'est vraiment lié à mon style parce que moi j'adore les émotions.
Et parmi toutes C'est les pas toi la émotions, semaine la colère, prochaine. c'est quand même une émotion. La colère, c'est une de mes émotions préférées. C'est un peu bizarre de dire ça. Voilà, de dire déjà qu'on a une émotion préférée, c'est un peu bizarre. Mais la colère, moi, c'est une de mes émotions préférées parce que je trouve que c'est beaucoup une émotion non grata en fait dans notre culture, Ouais. ou même dans la plupart en fait des cultures. C'est très mal vu. De toute façon, si on revient à la base, c'est quand même ça fait partie des 7 péchés capitaux, quoi. Donc on sent le truc un peu lourd, quoi, quand même derrière. Alors que c'est exactement en fait une émotion qui existe parce que elle sert à quelque chose, elle a une utilité, elle a une fonction, et que de s'en priver, c'est de se priver en fait d'une énergie, d'une ressource en fait qui parfois est extrêmement nécessaire pour se remettre en mouvement dans sa vie. Ouais. Et on fera en fait la colère, c'est une thématique qu'on a prévue pour une émission à part, parce que c'est vraiment une émotion sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, et du coup bon là on a digressé. On parle un petit peu, mais c'est pas grave, c'est parce que comme tu disais, c'est vraiment une émotion qu'on considère, enfin qui est souvent considérée comme étant négative, mais qui bien dirigée, quand elle est bien dirigée, peut être extrêmement motrice et source de renouveau, de changement. Et par contre, comme on garde l'image de... Attends, ça y est, je crois que j'entends plus, j'entends beaucoup plus ton chat. T'entends plus mon chat. Mais oui, mais il ronronne trop fort, ce chat. Mais en plus, je sais pas, il a décidé que cette émission, c'était la sienne. Ok. Mais du coup, c'est vrai que j'entends plus le ronron que... Allez, on recommence, ça y est. On recommence. Du coup, la colère, quand elle est bien dirigée, elle nous permet de faire des gros changements dans notre vie parce qu'elle nous apporte cette énergie-là. Mais on garde souvent dans dans nos cultures, je sais pas, dans notre imaginaire, je sais pas, l'image de la colère mal dirigée, la colère destructrice, et pas gérée, pas conscientisée. Et du coup, on lui fera sa propre émission à la colère c'est bien. plus tard. Mais peut-être que du coup, ou alors tu participeras, on verra. D'accord. Mais et donc, comme autre personnage confronté à la mort, comme autre œuvre qui parle beaucoup de personnages face à la mort, il y a le manga Orange. Je sais pas comment on dit, enfin moi je le prononce à l'anglaise. Mais... Oui, je pense que c'est Orange. Orange pour les Français. Voilà, pour les gens qui préfèrent Orange. Qui parle d'une fille, on va essayer de pas trop spoiler, qui reçoit une lettre d'elle-même 10 ans plus tard, de elle avec 10 ans de plus. Et donc, au moment où elle reçoit la lettre, elle est lycéenne. Lycéenne, c'est ça, ou collégienne? Lycéenne. Ouais. Et en fait, dans elle, de 10 ans plus tard, lui dit « J'ai trop de regrets par rapport à la vie, ma vie de quand j'étais au lycée. Et je vais te donner des pistes pour que tu m'aides à ne plus avoir ces regrets. » Donc à réécrire en fait une partie de son passé. Et bon, il y a un des personnages aussi qui est voué à mourir dans ce passé. Et donc le but ultime, c'est d'éviter cette mort-là. Mais finalement, cette héroïne, elle est surtout amenée à faire des choses, prendre son courage à deux mains et faire des choses qu'elle ne regrettera pas plus tard. Et du coup, finalement, la réflexion sur la mort, la mort des autres et même sa propre mort, ça nous ramène à comment tu vis, comment et ça nous ramène à la notion de sens. Mais ouais, à quel moment tu trouves assez de courage pour parler, pour passer à l'acte, pour ne pas faire certaines choses même.
Et du coup, voilà, Orange, ça amène cette réflexion-là par rapport à sa propre vie et aussi son relationnel avec les autres. Voilà. Et Mm. Non, mais c'est un très beau, c'est hyper beau Orange, hein. Parce que ouais, effectivement, là, t'as la relation par rapport à elle, enfin, ce que tu vas vivre au jour le jour. Là, en plus, t'as une sorte de vision du futur que tu sais. Est-ce que tes actions vont définir ce futur-là? Est-ce que ce futur est immuable ou pas? Comment travailler sur les regrets? Et en plus, on sait qu'à peu près, sans spoiler, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir, de proche. Du coup, et est-ce qu'on peut l'arrêter? C'est toujours ça. Est-ce que tout à l'heure on parlait sur de l'existence et de l'entourage. Est-ce que quand on sait que quelqu'un va mourir, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on doit l'arrêter ou on doit laisser cette personne mourir? Toujours aux questions d'éthique et de morale. Mais c'est très intéressant, ça questionne beaucoup Orange pour ça. ouais. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que d'une part, tu as le fait de vouloir, en tout cas, arrêter, éviter la mort d'une personne, mais tu as aussi comment tu vis, toi, tu vois, parce que il y a les actes que tu fais pour éviter cette mort, mais aussi pour vivre autrement, Ouais. pour donner une autre, pour créer une autre réalité, en fait. En fait, Bah, en contre, pas contre-argument, en contre-proposition sur les actes et quand tu sais que quelqu'un est mort, moi ça me rappelle vraiment Full Metal Alchemist. oui. Full Metal Alchemist, la mère, elle décède. Je dois avoir un visuel quelque part. La mère, elle décède. Les parents, les enfants le savent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout faire pour la ressusciter. Enfin, pas pour la ressusciter, pour la recréer. C'est ça qui est. Mm. Et là, au niveau des actes, c'est hyper fort. Enfin, et surtout qu'ils savent qu'ils vont recréer quelque chose qui va être totalement incomplet, mais ils vont quand même le tenter jusqu'à tout perdre. Enfin, en tout cas, le petit frère, il va perdre tout son corps, et le grand frère, il va perdre un bras, et il va récupérer l'âme du petit frère avec une autre jambe. Le postulat de base est quand même hyper cruel. Alors, en plus, petite anecdote, je suis passé à la Fnac il y a pas longtemps, et il était dans Kids. Et je trouvais ça très intéressant que Alchemist soit dans Kids. Alors quand le premier chapitre, les 2 premiers chapitres, c'est sur ça, tu fais ouais, c'est pas si Kids que ça. Ou alors, enfin, faut Ouais, vraiment quand même. expliquer quoi. Faut vraiment. Mais voilà, mais c'est quand tu parles sur Orange, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, les 2 frères, ils vont jusqu'au bout du bout. Ouais. Et ils comprennent qu'ils ont fait une erreur monumentale et toute leur quête est vraiment sur la quête de, en fait, la quête de la vérité aussi, mais sur, en fait, ce qu'on a fait, on a brisé un tabou interdit et on va apprendre de nos erreurs et dire aux autres qu'en fait, il ne faut pas briser les tabous interdits, quoi. Mm. Mais ça va sur Orange aussi, hein. C'est le même postulat pour moi. Et du coup, si je récapitule un peu les émotions dont on a parlé jusqu'à présent, donc il y a eu les peurs, la peur, et les peurs la peur de la mort et toutes les peurs qui y sont liées, la tristesse, la colère, et finalement, là, tu parles de FMA, le refus, enfin, le refus de la mort, est-ce que c'est une forme de déni? Est-ce que c'est la volonté d'aller d'aller au-delà de la mort, en fait, De transcender. transcender la mort. Mm. Et finalement, transcender la mort, ça me fait penser aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, le sens. Achille, cité par Elsa tout à l'heure. Achille, finalement, quand il choisit de mourir tout de suite, mais de rester dans la mémoire des gens, il accède à une certaine vie éternelle. Oui, Pas physique, Oui. ouais, mais dans la mémoire des gens. ouais. C'est ça. Et du coup, ça amène aussi à la question, on s'est demandé qu'est-ce qu'était la mort, qu'est-ce qu'est la vie? Tu vois, qu'est-ce que c'est Non. la vie? Ce n'est pas un Ouais. dessin animé qui Mais en fait, vas-y, je t'en prie.
Juste une parenthèse, j'espère que je ne me suis pas trompée et que c'est bien Achille, hein, parce que en fait, mais j'étais une grande fan de mythologie quand j'étais enfant, mais ça date d'un peu longtemps. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un héros de la mythologie en fait, grecque qui est vraiment là-dessus, qui est sur ce choix en fait pour sa fin. Voilà. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Mais donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Dans l'Odyssée d'Homère, il y a quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. Voilà. Il y en a un Il y en a qui un. a ce choix-là. Voilà, mais ce qui compte, c'est ce qu'on arrive à dire à partir de ce personnage qu'on appelle Achille, mais qui s'appelle peut-être pas comme ça. Et ouais, je voulais revenir un petit peu sur la notion de mort physique et de deuil aussi du lien, en fait, parce que Oui. comme entre chaque émission, du coup, tu as la thématique en toile de fond dans ton cerveau, tu vois. Donc moi, bien sûr, j'ai lu des bouquins, mais à chaque fois aussi, autour de la Toussaint, je sais pas, j'avais plus de conscience sur mes réflexions ou mes ressentis, tout ça. Et puis, je crois que je sais plus si c'est le jour de la Toussaint ou le lendemain, je sais pas pourquoi, je me suis mise à penser à mes grands-parents paternels qui sont décédés il y a longtemps. Et puis, je sais pas, ma grand-mère, elle m'a manqué, mais genre, ça faisait super longtemps qu'elle m'avait pas manqué comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque en fait? Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me manque? Et qu'est-ce qui me rend triste parce que, ouais, j'étais triste de ne pas... le retour du chat ronronneur. De ne pas avoir quelque chose à ce moment-là. Et en fait, ce qui me manquait à ce moment-là, c'était l'expérience physique. Tu vois, le parfum de ma grand-mère, sa voix, ce que je ressentais quand je lui faisais la bise ou quand je la prenais dans mes bras. Et du coup, tu vois, même là, quand j'en parle, ça m'émeut un petit peu. Et en fait, faire le deuil, en fait, c'est accepter de ne plus avoir cette expérience physique-là de l'autre personne. Tu vois, de plus... de plus pouvoir du tout ressentir exactement ces mêmes choses, parce que tu t'as plus en même temps la voix, le parfum, le toucher, enfin t'as plus l'expérience sensorielle en fait de ça. Donc voilà, c'était la prise de conscience de qu'est-ce que devoir faire le deuil aussi de quelqu'un. Et voilà, et derrière, en fait, bien sûr, il y a des émotions qui sont liées à ça. Et donc, je me suis dit, ok, quelle émotion quelle émotion associée à ça, à cette expérience, ce lien sensoriel, je perds. Et en fait, c'était une sensation de sécurité. Et tu vois, et en fait, en décortiquant les choses comme ça, je me suis dit, ah ok, je dois faire, dans mon processus de deuil de cette personne-là, il y a aussi accepter de devoir peut-être trouver d'autres formes de sécurité. Et en fait, là où quand même la vie, elle est chouette, c'est que les émotions que tu vis ou que tu as vécues avec une personne, tu peux les retrouver avec d'autres personnes. Et ça, c'est pour reprendre ce que Elsa disait au début, c'est une fois que tu as fait ton deuil, que tu peux aussi t'autoriser à renouveler, en fait, à vivre différemment. Et la question que je me posais... pardon, vas-y Elsa. J'ai souvent justement cette autorisation, c'est plutôt en fait, je reviens sur le fou la poule, mais souvent l'autorisation, c'est le signe que tu es en train de traverser en fait ton deuil. C'est vraiment cette autorisation à te remettre en connexion avec le monde, avec toi, avec les autres. Et je fais aussi, je rebondis rapidement par rapport à ce que tu as dit, Saé, parce qu'en séance, moi, ça m'arrive parfois quand il y a des personnes qui sont vraiment dans des douleurs comme ça, de l'absence physique, en tout cas kinesthésique de la personne, parce que kinesthésique, c'est tout ce que tu as cité, hein, c'est le goût, c'est l'odorat, c'est toutes les réactions en fait, physiques, internes, externes qui passent vraiment par le corps.
Oui, aussi, bien sûr. Oui. Et donc, l'idée, c'est que parfois, les personnes, moi, je les aide en séance à retravailler finalement ce qui se passe dans tout leur, tout leur canaux sensoriels, justement en lien avec la personne décédée, parce qu'il y a un encodage qui se fait de manière automatique pour le cerveau, qui parfois peut être extrêmement violent, justement, et c'est souvent pour ça qu'il y a des grosses émotions en fait, liées au deuil. C'est que le cerveau, il encode souvent le décès de quelqu'un ou la fin de quelque chose, mais je parle vraiment du deuil en général, parce que ça peut être même du deuil symbolique, relation amoureuse ou même en fait d'un projet ou autre. Vraiment, c'est le cerveau va encoder ça, c'est-à-dire l'image devient extrêmement lointaine, grise, voire noire, floue et petite. Quand tu te souviens de la personne, c'est quelque chose qui devient de plus en plus lointain. Et c'est ça qui crée souvent la douleur, en fait. C'est ça qui rajoute, en fait, à une couche de douleur sur la douleur, en fait, de la perte de la personne. Parfois, c'est tellement violent qu'en séance, on retravaille sur l'encodage vraiment sensoriel du lien, en fait, avec la personne décédée. Et on peut même ramener, en fait, la personne comme une entité symbolique, la faire, en fait, vraiment se connecter à la présence de la personne et réactiver tous les canaux sensoriels, la vue, l'odorat, le goût, la présence physique, et créer en fait quelque chose qui soit beaucoup plus en fait aligné avec ce que la personne veut vraiment ressentir pour traverser son deuil. Et puis après, tu crées en fait une sorte de ce qu'on appelle d'ancrage. Donc tu permets à la personne de se créer en fait une manière automatique de se relier en fait avec cette nouvelle représentation symbolique. Et donc ça aide souvent parce que ça permet à la personne de plus se sentir coupée de cette distance en fait extrêmement douloureuse dans cet encodage en fait du cerveau. C'était pour apporter un petit éclairage là-dessus, quoi. Ouais, top, merci. Ouais, et moi, ce que je voulais dire, quand je t'ai écouté, ça, je me disais, ok, oui, on est sur des personnages, des personnes justement, mais dans le cas de personnages, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un personnage, et en l'occurrence de manga ou d'anime, où le fait qu'il disparaisse parce qu'il meurt, et pour répondre à ce qu'a dit une des personnes de la communauté qui nous suit, et qui ne revient pas, il n'est pas ressuscité, est-ce que ça vous est arrivé de de ressentir, peut-être pas de manière aussi intense que pour une vraie personne, mais quelque chose où ce perso il est mort, mais non quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Là, comme ça, moi, ça me vient pas. Ça Ça vient pas? Alors moi, c'était juste comme je vous en parle parce que moi c'est le cas. Alors c'est peut-être du fait que je suis hypersensible. J'ai eu ça avec deux personnages. Donc Ray dans Hokuto no Ken, le Ken le survivant en français. J'ai eu ça avec Ray du nom. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans Hokuto no Ken, en fait c'est mon personnage préféré. Au-delà de Ken le survivant ou même de Rao qui sont des personnages emblématiques, mais ce personnage vient avec un style qui me parlait tellement que le fait que cette personnage meure, ça m'a affecté au point d'être carrément, mais c'est comme si je perdais vraiment quelqu'un de physique, quoi, quelqu'un de proche. Et là, pour faire le deuil, ce qui m'a aidé, en fait, c'est simplement de suivre la série et de se rappeler à un moment donné que, à travers Ken, ce perso vit parce qu'il lui a transmis une technique ou des choses comme ça. C'est là où, tout doucement, alors, bien sûr, avec le temps, j'ai appris, je me suis formé, mais quand j'étais môme, pour moi, j'ai presque envie de dire, ouais, j'avais perdu un pote, j'ai perdu un être cher. Pourtant, ce n'est qu'un perso. Alors, je sais qu'on peut se dire de l'extérieur, non, mais voilà, t'es barré en sucette. Non, c'est vraiment, il y avait de la considération pour ce personnage tel que sa mort, ouais, ça m'a sidéré, quoi. Et quand je t'écoutais, là, du coup, ça y est, pour faire le lien entre quand tu parlais de ce que toi, tu avais vécu par rapport à tes grands-parents et que tu as été amené à voir finalement qu'est-ce qui te manquait quel était le manque. Et là, c'est parce que je t'écoutais, hein. Et donc, je le faisais pour moi-même, en même temps, du nom. Qu'est-ce qui a fait que... Et je me suis dit, en fait, c'est pour l'amour que j'ai pour le perso. En fait, c'est que je n'ai plus la possibilité de l'aimer. C'est faux, en fait. Parce que tu peux toujours l'aimer, ce perso. Quand je parle de... Bien sûr, je l'aime toujours. Mais à ce moment-là,
comme il n'était plus dans l'histoire, ben, le perso n'existe plus. Donc cette relation n'est plus possible à travers ce que je regarde. Du coup, je vais me déporter peut-être sur d'autres, mais celui-là en particulier, même à la fin, il me manque toujours. Je dis, ah putain, merde, ouais. Ah ouais, mais Ress, il était là. Ah, mais tu vois, c'est vraiment comme ça que ça a été vécu pour un personnage. Et c'est là où, plus tard, quand je discute avec des gens, je dis, ouais, tu sais, dans l'animation japonaise, il y a vraiment des trucs forts et que je ne trouve pas, moi, pour le coup, ailleurs. Non pas qu'ils n'existent pas, parce qu'après, je les retrouve dans des films, dans des séries et dans des romans que j'ai lus, bien évidemment. Mais là, pour le coup, quand j'étais ado, je me rappelle que c'était quelque chose qui était... c'était grave. Moi, après, bien sûr, je continue ma vie, c'est un perso de dessin animé, mais l'intensité avec laquelle je l'ai vécu, elle était comparable. Alors, je dirais pas la même chose, puisque plus tard, quand j'étais confronté au PC, au vrai décès de gens qui l'ont perdu, j'ai vu ce que c'était. Et du coup, ouais, bon, c'était pas en termes d'intensité. Bon, après, ça va dans les hauteurs parce que je suis hypersensible, donc ça peut paraître disproportionné. Mais pour le coup, en tout cas à cette époque, c'était voilà, mon perso, il est mort. C'est limite, ouais, bon, bah, je continue de regarder, mais le truc, l'énergie n'y est plus, quoi. Et je me demandais, pour les personnages qui sont dans ce cas-là, je dis pas que c'est le cas de tous, mais comment ils font, quoi? Parce que si t'en parles dans ton entourage, bon, vas-y, mais c'est qu'un personnage de dessin animé ou de manga, de roman, c'est pas grave. Bah, si, pour moi, c'est quelque chose, quoi. J'ai dit, bah, il est mort. Je réfléchis à un Ouais. personnage. Après, je pense que c'est quand j'ai lu Game of Thrones, j'ai fait waouh, la facilité qu'il a à buter des personnages. Parce que j'avais pas vu J'ai à pensé l'époque aussi. encore. J'avais Ouais. pas vu encore les Ouais, films, ouais. mais j'avais lu Game of Thrones en anglais. Et j'ai vu la facilité déconcertante à s'attacher à un personnage et la facilité déconcertante à qu'il soit mort dans des situations. Mais c'est des temps de guerre, du coup, Voilà. tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Du coup, tu te prépares. Il y a quand même, pour moi, j'étais préparé, mais genre quand ça arrive, tu fais ah oui, ah c'est moche. Et en même temps, tu fais bon bah qu'est-ce que ça va faire sur les autres. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est qu'est-ce que ça peut faire sur les autres quoi. Pour moi, c'est ah c'est moche. Et c'est en même temps, je trouvais ça. Enfin après, je pense que c'est le côté comédien que j'ai. Et de voir qu'est-ce que ça peut faire sur les personnages, qu'est-ce que ça fait sur la narration quand une personne meurt, c'est pas rien d'anodin. Donc, qu'est-ce que ça te fait dans ta préparation physique, psychique, de continuer ta vie quand les personnes meurent, et qu'est-ce que ça fait sur les personnages dans la narration, dans ton histoire, dans l'histoire des autres. Vu que j'ai cette approche-là, ça me touche pas trop quand un personnage meurt. Voilà. Ouais, en fait, tu satellises d'emblée, quoi. En fait, tu t'es déjà observateur, enfin, t'es pas impliqué dans l'histoire au même degré que quelqu'un qui va être focus sur un truc. Il y a une partie de toi qui observe, en fait. Ouais, c'est ça, C'est ouais. peut-être ça. Ouais. Mm. Je suis omniscient. C'est ça le mot. Ah ouais, d'ailleurs, pour en rajouter juste par rapport à cette façon-là que j'ai eu de le vivre, je l'ai eu plus tard, notamment avec dans le manga Death Note. Donc c'est Ishita le visuel, normalement tout devrait l'avoir. Oui, Ok. Donc j'ai eu ça également avec Death Note, mais ça n'a pas pris les mêmes proportions. Alors peut-être parce que j'avais grandi, donc quand c'était Okutonoken, j'avais quoi, 14-15 ans. Quand j'ai eu la même chose dans Death Note avec le personnage de Veil. Alors là, désolé pour le spoil, mais les gars, par rapport à Death Note, dans Death Note, c'est pareil, là j'ai vécu comme une injustice. Et c'était limite, c'était vraiment limite. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont avoir à raconter maintenant dans cette histoire? Donc j'avais ces limites, j'ai pu en ça reste pas. Parce que pour moi, il y avait le personnage était tellement emblématique, tellement charismatique, il y avait waouh. Je me dis mais qu'est-ce qu'on peut raconter après ça? C'est pour moi ça se terminait là et je me dis ah ça reste cohérent par rapport à l'histoire et j'accepte pas sa mort. Mais la petite chose, quand j'ai continué de lire, ce qui est né dedans, ou ce que ça m'a rappelé, c'est le gars est parti, mais qu'est-ce qu'il t'a laissé? C'est là que ça a commencé, quand j'ai pris du recul, on me dit, ok, mais tu l'aimais pourquoi? Et qu'est-ce que tu conserves de ce gars-là? En fait, qu'est-ce que tu conserves de ce perso? Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la trace qu'il laisse, quoi. La trace que tu laisses sur l'existence. C'est ça. Et finalement, donc ça amène à une forme d'héritage, en fait. Ouais, exactement. Quand
lorsqu'un proche meurt, à chaque fois, bah, finalement, il nous laisse un héritage émotionnel, de souvenirs, matériels, enfin voilà, sous plein de toutes formes. Et on va pas avoir énormément de temps Ah ouais, de déjà, développer sur relativement, l'héritage on les dans a, le deuil. tu vois Mais très, on on voit s'était très dit, vite, hein, c'est sûr. ben, que l'héritage, bah, c'était déjà en prendre conscience et se dire, bah, merci pour les cadeaux que tu m'as transmis, que tu m'as donnés, et, euh, et décider d'en faire quelque chose ou pas. Parce Mm. que, eh ben, des fois, ça peut juste être Un poids. un truc qui n'est pas raccord avec nous-mêmes. Mm. Dans ce, dans ce, Et Exactement, ouais. dans ce truc-là, il y a un très bon anime qui Mhm. s'appelle Megalobox, ouais, la saison 2 surtout. Megalobox, en fait, ça parle de... je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Megalobox, la saison 2, la première saison, ça parle d'un boxeur qui est entraîné par son entraîneur. Bon, je spoil. Hein. Sur la saison 2, l'entraîneur, il meurt. Voilà. Bon, en fait, c'est dans l'interlude, on ne sait pas trop comment... Enfin, on comprend dans la saison 2 qu'il est mort, quoi. Et toute la saison 2, c'est l'héritage de l'entraîneur. C'est qu'est-ce qu'il a Mm. laissé à ce boxeur et comment le boxeur, lui, en fait, il va vivre tout cet héritage qu'il ne veut plus garder parce qu'en fait, cet entraîneur lui a tout donné et il va à chaque fois essayer de faire en sorte de combattre pour essayer d'oublier son entraîneur et d'oublier tout l'héritage qu'il a fait, qu'il a eu un succès de ouf, etc. Et pendant toute l'animé, c'est aussi sa rédemption. C'est de faire le deuil, de dire bah, j'ai accepté le cadeau que tu m'as fait d'être devenu une superstar. Maintenant, en fait, le fardeau est trop lourd. J'arrive plus à le porter. Mais en même temps, le cadeau, c'est que grâce à toi, je suis devenu quelqu'un. Et petit à petit, en fait, dans l'animé, il comprend en fait que ça devient cet héritage. Je sais pas, vous voyez, enfin ceux qui voient sur Twitch, il y a un petit colibri. Et le colibri, en fait, c'est dans le signe amérindien. Tout est avec la musique un peu amérindienne. Et du coup, c'est très intéressant sur les esprits chamaniques, etc., qui reviennent sur toute cette saison-là. Et en gros, c'est comment est-ce que avec ce colibri, les signes qui se font apparaître, il va reprendre conscience qu'en fait, la force est en lui et qu'on lui a légué cette force-là pour qu'il devienne le meilleur boxeur. Et c'est très intéressant de voir, en fait, aussi, comme tu disais, cette notion d'héritage qui devient un poids, mais ensuite qui est utilisée comme une force et utilisée après comme une rédemption à la fin, quoi. Très bon animé, je le conseille à tout le monde. Mm. et du Je coup, pense que pour... l'en- Oui, vas-y, non, je t'en pardon. prie. Je pense que l'enjeu, en fait, c'est vraiment l'enjeu face à l'héritage, c'est l'appropriation. Mm. C'est le tri et aussi l'appropriation. Là, pareil, les personnes que j'accueille en séance, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances qui sont autour de cette idée de j'ai un lien avec la personne décédée. Ce lien-là, en fait, il est coloré de plein de choses. Il est coloré, en fait, d'une partie voilà, bah, c'est des cadeaux, c'est des apprentissages, c'est de la résilience, c'est des souvenirs. Et ça, en fait, je peux en faire une force parce que je me l'approprie et je me construis avec. Mais il y a aussi parfois, en fait, beaucoup besoin aussi de trier des éléments qui ne sont plus en fait, adaptés, alignés avec ce que la personne veut garder pour sa vie actuelle. Surtout quand parfois il y a des enjeux de loyauté, beaucoup, des problèmes de loyauté, justement pour bien faire son deuil. Ben non, je peux pas faire mon deuil parce que ça veut dire peut-être trahir la personne, en fait, la mémoire de la personne décédée, ou c'est ma vie en fait actuelle ne peut pas correspondre à ce qu'elle imaginait de moi à l'époque où elle n'était pas encore décédée. Enfin bon, il y a plein de choses à trier, que ce soit dans les comportements, les capacités, mais aussi les valeurs, l'identité. Il y a des morceaux qui sont comme à rendre en fait à la personne décédée en disant ben, merci, mais non merci. Vraiment, c'est merci, mais non merci. C'est à toi, c'est pas à moi. Il y a plein de gratitude en fait dans cette idée de rendre. Parfois, il peut y avoir quand même de la colère parce que parfois les héritages sont quand même très 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 durs parce que c'est pas que des choses jolies en fait ce qui peut se cacher derrière. Et en tout cas, c'est vraiment d'aider la personne à marquer l'idée de voilà, je fais le tri et je peux m'autoriser en fait à me libérer, à rendre en fait à tout ce qui ne m'appartient pas ou tout ce qui ne m'a jamais vraiment appartenu ou ce qui m'appartient plus. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé aussi leur deuil et qui ont réussi à s'approprier à un certain niveau en fait cet héritage-là, mais hop, il y a un switch dans leur vie où soit elles s'autorisent autrement à vivre et
Là, il y a un truc qui est en décalage. Et donc, elles ont besoin pour passer en fait encore à l'étape d'après, de passer par ce tri-là et se dire vraiment merci, mais non merci. Ça, tu l'as beaucoup, beaucoup, cette notion voilà, de tri et de s'approprier ce qui va nourrir le présent et le futur. En parlant d'appropriation, il y a Spiper qui demande à Wallo, je pourrais avoir ton fauteuil d'Akira en héritage, la Ah, oui, c'est transmission bon. sur le plan immatériel, Je sais l'héri- qui tu es. Non. l'héritage, Gratitude, voilà, tout voilà. ça, voilà. Voilà. Peut-être. Et pour finir, Elsa, alors on va peut-être dépasser un petit peu, mais avant de passer à un petit exercice, notre petit exercice traditionnel, est-ce que, Elsa, tu pourrais récapituler, enfin donner, pas forcément récapituler, mais donner quelques pistes de ce que tu fais, toi, ou ce que font d'autres thérapeutes pour aider les gens en période de deuil? Il y en a deux là que j'ai nommées déjà dans l'émission. Oui. La première, c'était vraiment cette idée que qu'on se base vraiment sur la physiologie du cerveau et des émotions avec cet encodage de la mort, de la perte, du décès, comment finalement on se représente la mort de quelqu'un ou sa mort à soi. Donc on peut retravailler sur cet encodage-là kinesthésique pour rapprocher en fait une présence ou même soi-même traverser en fait cette notion de voilà qui passe par le corps. C'est la physiologie des émotions. Tu as la deuxième manière que je viens de citer qui est vraiment plus liée à cette idée que parfois, il y a une mise à jour du lien qui a besoin d'être accompagnée. Mise à jour voilà, entre la personne qui était là de son vivant et la personne en fait qui n'est plus là. Donc comment tu peux garder le lien, mais comment c'est pas un lien toxique ou douloureux ou trop pesant. Et donc comment tu peux aider en fait ton accompagné à trier, à marquer en fait l'idée que il peut garder des choses, c'est totalement ok de garder des éléments, mais de se les approprier et par contre de redonner ce que la personne en fait elle a besoin vraiment de redonner à la personne décédée. Après, tu as aussi une troisième manière de travailler qui est souvent présente en séance, c'est quand c'est tout autour du contexte en fait des morts qui sont des décès des proches qui sont vécus dans le choc, dans le choc ou dans le vécu traumatique ou dans le côté en fait subi. Vraiment, voilà, j'ai subi, j'ai rien pu faire, j'étais impuissant. Et donc c'est tout le retraitement de l'information émotionnelle, que ça soit vraiment sur le travail de comment la personne typiquement elle a pu apprendre le décès de quelqu'un. Voilà, moi j'ai des personnes qui arrivent et elles se posent dans le fauteuil et à peine elles me parlent de la personne décédée et elles ont déjà tout qui sont là. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Je me revois à l'hôpital, il est là quoi. Tu vois, il y a une partie d'elles qui est encore restée en fait dans ce choc traumatique, qui est encore restée dans la scène, soit de la mort ou soit de comment elle se représente encore la personne décédée. Donc tu vas les aider en fait à travailler sur tout le retraitement de l'information traumatique, donc l'information émotionnelle, pour que ça puisse qu'elle sorte en fait de cette image, de ce film en fait intérieur, pour que la vie puisse reprendre son cours. Et puis après, tu as bien sûr en fait tout là c'est plus sur le rapport à sa mort à soi, c'est vraiment comme on est plus sur la notion de finalement faire face à sa mort, c'est faire face à sa vie. Donc c'est toutes les personnes qui viennent travailler en séance sur la connaissance d'elles-mêmes, sur leur développement à elles, sur ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie, leur alignement en fait dans leur personnalité, dans leurs valeurs, dans leur identité. Tu as beaucoup ça aussi. Elles peuvent entre guillemets, faire leur deuil d'une manière plus ou moins apaisée, mais que pour elles-mêmes, en tout cas, ça fait ressurgir des questionnements, qu'elles ont besoin d'être accompagnées par rapport à ça pour continuer à vivre au mieux pour elles. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça à chaud par rapport à ce qui est fait en séance. Ok, et Trop du bien. coup, je rappelle que s'il y a des personnes qui sont intéressées par une séance avec Elsa, Je mets les liens tout de suite. Alors, vous pouvez déjà venir sur le vous pouvez Discord aussi, voilà, parler si vous voulez directement discuter. avec Elsa. Je mets le lien directement. Et aussi, je mets les liens de Elsa sur Twitch. sur Twitch. Et voilà, moi, de toute façon, je suis facilement vous pouvez facilement me trouver sur Google, hein, vous tapez Elsa Coutelier, j'ai mon site internet elsacoutelier.com. Voilà, c'est assez facile, je pense, de me retrouver. Et moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les personnes, que ce soit sur ces thématiques-là, mais ou en tout cas sur, de toute manière, la connaissance de soi, hein, parce qu'on revient à ça. Hein, là, on parle tout le temps de la mort, mais comment on peut parler de la mort sans parler de la vie? C'est vraiment Bien sûr. c'est extrêmement lié, quoi.
En fait, c'est tout l'enjeu de la représentation de la mort, mais qui vient aussi souligner la représentation de la vie. Mm. Ça, c'est évident. On revient en fait finalement au travail en séance. C'est toujours le problème n'est pas le problème, c'est la représentation du problème qui est problématique. C'est souvent ça en fait. C'est tellement vrai. C'est pas l'émotion, c'est pas le film, c'est pas l'émotion, c'est pas le fait là que tu es en train de vivre qui est problématique. C'est comment tu te relis à ça et qu'est-ce que tu te racontes là-dessus. Parfois, on se raconte des histoires consciemment, inconsciemment, et c'est pour ça qu'il y a besoin en fait de travailler sur les émotions, travailler peut-être avec des outils plus en lien avec l'hypnose ou avec des techniques de libération émotionnelle, parce que parfois, les gens, moi, c'est ce que je dis souvent en séance, en introduction de mes accompagnements, je regarde les personnes, je dis mais vous n'êtes pas teubés, en fait, hein, vous ne faites pas exprès d'être malheureux ou malheureuse, c'est qu'il y a un truc en vous qui ne sait pas, qui ne peut pas ou qui ne veut pas, mais a raison et qu'il va falloir écouter pour pouvoir en fait vous permettre de traverser ça, d'avancer. Vous n'êtes pas stupide, je sais bien, enfin voilà, je pose le truc parce que parfois il y a beaucoup de culpabilité à se sentir mal, à ne pas être heureux. Cette idée de, mais moi j'ai reçu une veuve il n'y a pas longtemps, mais j'arrive pas à m'en remettre et j'ai honte de toujours pas m'être remise de la mort de mon mari. Il y avait vraiment ce truc de culpabilité aussi, je sais qu'il faut que j'avance, mais j'arrive pas et maintenant quand j'en parle à mon entourage, ils en peuvent plus quoi, donc tout ça aussi qui est à entendre. C'est la notion de l'empêchement, souvent. Qu'est-ce qui empêche, en fait, de faire son deuil? Qu'est-ce qui empêche, en fait, que la personne soit en harmonie, en fait, dans sa vie par rapport à ça? C'est vraiment la notion d'empêchement qui est plus à écouter que la notion d'objectif. C'est ce que je dis souvent, l'objectif en séance, c'est pas que les personnes, à la fin de l'accompagnement, me disent « Ah, c'est bon, merci, j'ai fait mon deuil, super !» Salut. Bah, ça, voilà, Ce serait tellement facile. C'est cette idée qu'il y a un truc qui empêche et que c'est toujours la notion de processus. Il y a quelque chose qui normalement est censé être en mouvement, mais qui n'arrive plus. Et c'est ce mouvement-là on va aider en travaillant plutôt sur l'empêchement que plutôt sur l'objectif en fait, du mouvement. Voilà. Ok, et du coup, on finit, on se donne le temps de terminer par un petit exercice quand même. Ouais, donc, on s'est dit que faire un exercice sur la thématique du deuil, c'était pas possible parce que trop personnel, trop engageant, trop bouleversifiant. Voilà, trop de tout pour une séance à la légère. Une petite séance de 10-15 minutes sympa sur l'émission. Donc, on va faire... alors, c'est l'exercice de la ligne du temps, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Justement, comme on réfléchissait à l'idée que faire face en fait à sa mort ou à la mort, c'est faire face à sa vie ou à la vie. Voilà, on s'était dit que plutôt un exercice sur la thématique de la vie, du présent, quelque chose qui ramène à soi et qui fait du bien, ça pouvait être pas mal. Donc, moi, j'ai choisi, voilà, avec vous en concertation, on s'est dit que ça serait pas mal l'exercice qu'on appelle la ligne du temps. Alors, pour vraiment le présenter rapidement, c'est que je vais vous guider dans différentes étapes. Et l'idée, ça va être de travailler sur la notion d'espace-temps. Vous savez, en fait, cette notion qui rassemble la première notion d'espace et la deuxième notion en fait de temps, et qu'en fait il y a un espace-temps, il y a une représentation symbolique du temps. Je prends souvent l'exemple pour présenter cet outil aux personnes que j'accompagne en séance, que on a tous et toutes vécu en fait cette représentation du temps. Souvent en fait quand on était à l'école, surtout à l'école primaire, quand on était en cours d'histoire, on représentait le temps en fait avec ces frises, ces fameuses frises où la gauche c'est de passer. Et plus on va vers la droite, voilà, l'autre côté du cahier, c'est le futur, ou en tout cas le temps qui passe. Et qu'on faisait en fait des zones, et qu'on coloriait, on mettait des pointillés, on faisait une légende, et on mettait les dates, et tout ça, en fait, c'était une représentation du temps. Alors, assez linéaire, parce que la notion d'espace-temps, en fait, elle est extrêmement liée à la culture. Mais en tout cas, voilà, là, c'était une façon de représenter le temps. Et c'est la notion d'espace-temps, c'est qu'il y a une légende, c'est tant de centimètres est égal tant d'années. On va en fait complètement amplifier cette notion d'espace-temps et la travailler finalement ensemble pour que les personnes puissent faire face à leur vie finalement, à leur espace-temps à elles, comment elles se représentent symboliquement leur vie, leur chronologie, leur frise du temps, leur espace-temps, voilà, tous ces synonymes-là. Pour terminer sur une note sympathique pour l'émission, de se dire je suis reliée à mon présent et je suis reliée à mon futur également. Et bien sûr, dans cette idée, je suis aussi reliée à mon passé.
Alors moi, intuitivement, vous voyez, hein, mon corps, il fait ça. C'est que pour moi, le passé, en fait, il est derrière. Il y a des personnes, elles le mettent à gauche ou des personnes, elles le mettent ailleurs. D'ailleurs, je proposerai en fait à chacune de sentir en fait ce qui est le plus juste pour elle, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que la réponse en fait qui vous appartient, qui est la plus juste. En tout cas, c'est comment en fait je suis reliée à mon présent parce que en fait j'ai laissé le passé au passé, le présent au présent et le futur au futur. Je me suis remis dans ces 3 espaces-temps. Donc voilà un peu le programme pour cet exercice. Donc si vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez tout à fait en fait vous prendre une petite seconde pour bien vous installer en fait dans votre posture. Moi j'aime bien travailler les yeux fermés. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre vraiment un temps pour vous poser avec vous. L'idée, c'est pas forcément de partir sur un truc, un état de relaxation. Moi, je dis souvent plutôt que les séances avec moi, c'est actif. C'est vraiment cette sensation d'être là pour soi et d'accueillir surtout, de s'autoriser plutôt à accueillir les réponses qui vous viendraient en premier. Il n'y a que ça, en fait, qui peuvent il y a vraiment que ces réponses-là qui vont vous intéresser et moi qui vont m'intéresser. C'est vraiment les réponses, les éléments qui vous viennent en premier. Même si ça vous paraît bizarre, illogique, incongru ou stéréotypé ou nul ou j'en sais rien, vous mettez un petit peu le dialogue intérieur de côté et vous autorisez vraiment à accueillir les premières réponses qui vous viennent quand je vous guide au fur et à mesure parce qu'on va partir en exploration justement sur cette fameuse ligne du temps qui est la vôtre, qui n'appartient qu'à vous, votre espace-temps à vous. Et on va commencer d'abord par cette idée que vous allez laissez émerger de vous la réponse à cette première question. Pour vous, le passé, c'est où? C'est dans quelle direction? Si par exemple, on imaginait que j'étais une extraterrestre, qui voyage justement dans des temps différents, dans des espaces-temps différents, et que là, j'arrivais dans l'espace-temps terrien, et que mon GPS temporel et d'espace, il est cassé, et je me retrouve face à vous, et qu'il n'y a que vous qui pouvez me guider, je dis, madame, monsieur, le passé, c'est dans quelle direction, s'il vous plaît? Et que vous deviez m'indiquer, en fait, vraiment, là, le passé, c'est par là. Où est-ce que vous le mettriez? Vous, le passé, en fait, pour vous. Vous avez vu tout à l'heure, moi, intuitivement, mon corps, c'est la main gauche qui s'est levée et elle est allée à derrière. Pour vous, c'est où? Est-ce que c'est vraiment derrière? C'est derrière à gauche, derrière à droite, derrière en haut, derrière en bas? Ou, tiens, c'est à gauche, complètement horizontal, ou carrément devant, ou en haut, ou en bas, ou à droite, qu'importe. Mais prenez le temps pour positionner, en fait, le passé, la direction du passé pour vous. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va complètement changer en fait d'espace-temps. On va aller sur le deuxième et on va aller du côté du futur. Parce que vraiment, là, moi, je suis une extraterrestre qui est un peu paumée. Ça doit être le jet lag. Et en fait, c'est pas du tout le passé qui m'intéresse. Moi, maintenant, je vais aller dans la direction du futur. Donc, je dis, madame, en fait, monsieur, je me suis trompée. C'est plutôt le futur, la direction du futur qui m'intéresse. Où est-ce que c'est en fait le futur? Et là, pareil, vous allez essayer vraiment de laisser émerger de vous la première réponse qui vous vient quand je vous pose la question de la direction du futur. Pareil, moi, intuitivement, le futur, c'est extrêmement en face. Le passé, c'est plutôt derrière à gauche. Je sens que c'est plutôt sur derrière mon épaule gauche. Mais alors, le futur, pour moi, c'est extrêmement frontal devant. À vous de voir, est-ce que c'est pareil que moi ou est-ce que, tiens, vous, ça monte vers le haut? Ou ça monte, ça descend, ou est-ce que ça part à gauche, ou est-ce que ça part à droite, ou est-ce que en fait ça n'a rien à voir avec du linéaire, c'est pas du tout linéaire, c'est complètement un autre endroit et ça prend une autre forme, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que j'ai parlé des frises chronologiques qui sont très linéaires. On a plein de représentations symboliques du temps qui sont possibles. Vraiment, on a 1001 façons en fait de se représenter le temps. Laissez émerger vraiment de vous celle qui vous vient en premier. Et puis maintenant qu'on a placé passé et qu'on a placé en fait futur, ce qui va être intéressant, c'est que le cerveau, il a besoin d'abord de passer justement par l'idée de la direction du passé et la direction du futur pour pouvoir se dire, ok, le présent. Ce fameux truc du moment présent, c'est où? Et pareil, en fait, je redeviens ma petite extraterrestre en fait complètement à la ramasse et je vous dis, mais en fait, madame, monsieur, je suis vraiment désolée, mais c'est ni le passé ni le futur qui m'intéresse. En fait, c'est le fameux truc, là, je l'ai lu dans mon guide touristique des terriens, c'est le moment présent. Ce fameux truc que les terriens en fait raffolent du présent, l'instant présent. Où est-ce que c'est que ce truc-là? Et pareil, revenez en fait à vous, à la première réponse qui vous vient. C'est où le présent? Et sentez en fait vraiment, il est fait quelle taille, quelle zone? Est-ce qu'il a une forme en fait particulière? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est au-dessus de vous? Est-ce que c'est sous vous? Est-ce que c'est plutôt à gauche, plutôt à droite? Ou est-ce que ça vous entoure? Est-ce que tiens, c'est juste une ligne continue entre passé
présent, futur, et que ça passerait à un endroit très précis de votre corps. Donc, à présent, vous avez donc passé, présent et futur, aux 3 espaces-temps qui normalement, je dis bien normalement, sont distincts. Si jamais en fait vous n'avez pas cette distinction-là, c'est pas grave, vous vous autoflagellez pas, ça raconte peut-être quelque chose d'autre. Vous pouvez prendre le temps de noter en fait justement ces manifestations-là, que ça soit linéaire ou pas. Prenez le temps vraiment de noter ces espaces-temps, cette dimension du temps qui est la vôtre. Ça veut peut-être, s'il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui en fait qui vous touchent déjà, ça veut peut-être dire qu'il y aurait besoin en fait de faire des séances pour pouvoir travailler là-dessus ou pas. Ça dépend vraiment de vous, de votre ressenti à vous. Mais là, en fait, on va prendre le temps de se connecter ensemble à chacun. En fait, chacun va pouvoir se connecter à son moment présent. Et vous allez, avec votre respiration, on va commencer en fait à intégrer le corps. De toute façon, il vous parle depuis tout à l'heure, mais là, on va vraiment le transformer en personnage principal, justement. Avec votre corps, vous allez prendre plus d'inspiration et vous allez poser l'intention de prendre des inspires et des expirations dans votre instant présent à vous. Comme si vous étiez en train de vraiment plonger votre respiration dans des cycles qui n'appartiennent qu'à votre présent. Et pendant que vous faites ça, on va poser en fait une prochaine intention qui va être importante, simplement pour vous et pour vos processus inconscients forcément. Ça va être de laisser le passé au passé. Et vous allez sentir en fait que votre respiration elle va avoir comme un chemin différent. Vous pouvez comme imaginer que tiens, comment en fait ma respiration pourrait symboliser cette intention, cette jolie intention de laisser le passé au passé. On ne va pas aller plus loin parce que parfois en fait il y a besoin un peu plus de spécifier, mais justement pour le cadre de l'expérience, on va rester sur quelque chose d'assez général, mais simplement l'idée, cette intention de laisser le passé au passé. Et vous allez comme imaginer que chaque inspiration à présent pourrait vous aider à laisser le passé au passé et hop, l'inspiration attrape et l'expiration hop ramène au passé. Et puis vous revenez en fait dans l'instant présent pour lâcher finalement ce passé. Laisser le passé au passé. Et ce qui va être hyper sympa pour conclure, ça va être à nouveau de vous reconnecter à votre instant présent, là où vous le vivez, là où vous le ressentez pour vous. Et ça va être de créer en fait un magnifique cadeau pour vous-même, pour ce soir, pour demain, pour les prochains jours. Un cadeau qui sera sous la forme d'une intention de recevoir le meilleur pour vous-même. Une autorisation magnifique, un cadeau magnifique, sublime, précieux, de recevoir le meilleur pour vous-même. Vous allez laisser émerger de vous, vraiment, toutes ces versions de vous-même qui soutiennent cette intention-là. Et vous allez pouvoir les laisser émerger de vous et elles vont comme partir en fait vers la direction du futur. Donc comme en fait être des parties de vous qui vont pouvoir construire justement cette relation comme un formidable pont vers le futur de je m'autorise à recevoir le meilleur en fait moi-même. Et moi ce que j'adore en fait dans cet exercice-là, c'est de terminer en fait par 5 grandes inspirations-expirations. Comme si en fait vous étiez vraiment en train de créer un pont vers le futur et que votre nez pouvait être connecté complètement au futur et que sur l'inspiration, vous disiez en fait à l'intérieur de vous, je me laisse inspirer par mon futur, le meilleur du meilleur de mon futur, pour créer, pour construire dès à présent en fait ce qui est beau et bon pour moi dans mon présent. Vous voyez, donc un magnifique pont vers le futur. Avec votre inspiration, comme si vous rameniez en fait le meilleur du futur pour commencer à construire dès maintenant votre présent. Donc 5 grandes inspirations-expirations vraiment pour vous laisser inspirer par le meilleur du meilleur pour votre vie, et de faire face à votre vie, faire face en fait au meilleur du meilleur en vous autorisant en fait à recevoir de magnifiques cadeaux pour vous. 5 belles inspirations-expirations pour construire ce qui est beau et bon pour vous dès à présent. Prenez ces 5 inspirations à votre rythme. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez simplement en fait vous prendre le temps de vous remercier. Toujours cette notion de gratitude qui est hyper importante. Prenez le temps de vous remercier pour ce magnifique cadeau. Et quand vous serez tout bien, prêt ou prête à rouvrir les yeux, vous laisserez les yeux se rouvrir. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci. C'était comment pour vous? Elles passent trop vite nos émissions. Alors c'était comment pour toi, ça y est? Comment c'était pour moi? Pour moi, le passé, il était derrière, un peu en diagonale. Hein.
enfin, tu vois, tu peux le voir quand même. Ouais, ouais, ouais. Voilà, comme ça. Un faisceau. Et puis, bah, le futur, bah, de manière un peu mathématique, il était dans la diagonale inverse. Et puis après, quand tu as dit, bah, c'est pas forcément en face de vous, enfin, c'est pas Ouais, linéaire, ouais. linéaire, voilà. Bah, en fait, après, ça fait comme, je voyais comme une sorte de bulle. Et puis après, bah, après c'était partout. Et du coup, bon, voilà, j'ai laissé venir les images. Et puis, bah, laisser le passé au passé, j'ai eu l'impression de mieux respirer, d'avoir des respirations plus amples. Et de me sentir un peu plus légère aussi. Et puis, ben, après, accueillir les cadeaux du futur, c'est ce que je préfère dans les exercices de développement personnel. Bah, je voyais comme des dessins d'enfants, quoi, enfin des dessins enfantins. Puis je voyais un grand sapin de Noël et je voyais des petits personnages comme de livres pour enfants, d'animaux. Voilà, c'était très joyeux avec des couleurs jaunes, roses, orange. Un peu comme notre page Twitch. C'est bizarre. Et ton Mais en présent, plus pastel. Et ouais. plus jaune. Et ton Voilà. présent, il était comment? Bah, mon présent, en fait, il était. Bah, comme je voyais cette image du futur qui arrive. En fait, ça faisait une boucle. Futur, présent, j'accueillais, tu vois, l'énergie du futur, de tous ces trucs joyeux, quoi. Mhm. Je me souhaite d'avoir plein de joie, en fait. Ok. Super cadeau. Bah ouais. Bah pour moi, je connaissais un peu, on a à peu près les mêmes relations avec Elsa, mais c'était très bien de le refaire déjà, d'une part, parce que ça m'a permis de réidentifier. Déjà, la ligne du temps, c'est très très chouette. Et donc le passé chez moi, il est situé en bas à gauche. Voilà, il arrive d'en bas. Le passé, c'est comme ça qu'il arrive. Et c'est vrai que quand tu as guidé, que tu as parlé de quand tu as dit que c'est pas forcément linéaire, j'ai revu quelle forme ça prenait. En fait. C'est une sorte de forme d'éclair, de ligne, un petit peu sous forme d'éclair qui arrive et qui vient se loger au niveau de la hanche. Et bah, mon futur, il va dans l'autre sens, par contre. Il part comme ça, dans cette direction-là. Donc en haut, à droite. Et là, c'est aussi justement quand tu as reparlé du fait que c'est pas forcément linéaire. Et j'ai observé la forme parce que c'est vrai que c'était pas une chose que j'avais peut-être beaucoup identifiée à l'époque où j'avais déjà fait cet exercice. Et donc là, j'ai vu la forme qu'il avait, du coup. La forme qui était un peu celle aussi d'un éclair, mais plus une sorte de, je sais pas, d'une courbe un peu comme ça. C'était pas un truc droit, quoi. Ok. Et le présent, alors pour le présent, je vais partager à vous une petite anecdote, c'est qu'à l'époque où j'avais fait cet exercice, quand j'étais en formation, mon présent était très fin. Et en fait, ça traduisait le fait que je vivais pas le présent, très peu, et que j'étais très orienté futur. Donc c'était voilà. Et il y a un autre moment à réexplorer cet exercice. Il y avait eu des changements parce que bah, j'avais réglé certains problèmes me concernant. Et en fait, le présent a pris plus d'ampleur et ça a pris la forme d'un cercle autour de moi. Pour dire que cet exercice, à un instant T, enfin moi en tout cas, c'est qu'à des moments de ma vie, le présent il avait une forme et parce que j'ai réglé certaines choses de ma vie, ça a changé. Exactement. Voilà. Et pour les respirations, quand tu as parlé donc de laisser au passé ce qui est au passé, j'ai 2-3 expériences récentes qui sont parties se loger, j'ai vu des images, je fais, ah ouais, peut-être qu'il est temps de laisser ça dans le passé, donc c'est descendu, c'est parti. Des expériences agaçantes, personne, tu dis ouais, passe à autre chose. Donc ça a commencé à descendre et à aller se ranger là-bas. Et pour le futur, quand tu as parlé justement d'accueillir ce futur avec plein de gratitude et tout ce qui est le meilleur de ce que je veux pour moi, bah, je me suis vu dans des expériences futures en train d'être ce que je veux être
se loger, quoi. C'était que ça qui arrivait. Et, ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est important. Bah ouais, concentre-toi sur ça. Voilà. Ah, génial, super, super. Merci Euh, pour vos partages, hein, Il c'est y a, cool. il y a il y a Justine qui dit merci. Springouille qui dit merci beaucoup pour ce moment. Voilà. En tout cas, Merci. c'est-dire qu'ils ont bien Avec aussi fait grand plaisir. l'exercice. Je ne sais pas quels ont été vos côtés pour Springouille et pour Justine. Voilà. Moi, je l'ai fait à moitié, juste pour. Je l'ai fait à moitié parce que vu que on Tu gardes un œil sur la je technique. regarde Ouais. un œil sur la technique. Moi, Et tiens, Elsa, est-ce que les gens ils peuvent refaire cet exercice? Ah oui, oui, bien ouais, sûr. bah ouais, Bah, c'est bien vrai. sûr, ouais. Ah, ok. Ouais, et il y a même en fait un travail d'auto-hypnose en fait, surtout par exemple, il y a la ligne du temps, c'est un support pour un autre travail en auto-hypnose qui est vraiment sur l'idée de la récapitulation. Et justement, ce que tu as dit, Wallo, c'est quand, tiens, je viens de vivre un truc pas cool, ou même en fait une situation qui est là, qui est tout le temps en fait en tête, et je rumine, et un truc en moi que c'est indigeste, ça passe pas. Je peux prendre le support de la ligne du temps en disant, ok, mon passé c'est là, mon présent c'est là, mon futur c'est là. Ok, je sens que ça n'a plus lieu d'être en fait dans le présent. Eh ben, je le prends et je manifeste en fait que je le mets dans le passé par des morceaux, en fait, des moments où tu retires. Donc ça peut être extrêmement physique, tu peux passer par l'inspiration, tu peux passer par des gestes. Tu peux passer par la verbalisation, mais ouais, ça c'est un travail de récapitulation. C'est vraiment, hop, je laisse en fait le passé au passé. Il y a quand même un complément à ça souvent parce que le passé n'est pas que négatif. Si ça reste là, c'est qu'il y a un truc peut-être qui toujours cette notion de tri, c'est que je récupère quand même l'enseignement qui est sous-jacent en fait à ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Là, par contre, je le laisse pas partir au passé, je le garde Ah ouais. pour moi. Bon, Pour bah, je vais construire mon refaire. présent et pour construire en fait le Ouais, ce futur. qu'on appelle aussi des clés, en fait, c'est des clés des clés de vie. Tu vas pas laisser Ah, des ouais, clés de Exactement. vie partir, quoi. Tu Ouais. les- Bon, Bah oui. j'ai tout bazardé. Complètement. Ouais, tu jettes. Tu jettes Quand pas. tu ouvres ton cadeau de Noël, Ouais, ça, tu tu jettes jettes. juste l'emballage, tu Voilà, jettes pas le cadeau. c'est ça, ouais. Ah, c'est ce que je dis souvent, je dis, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Ouais, Il y a un c'est truc ça, avec qui- le bain, ouais. mais parfois, c'est extrêmement dur. Hein. Quand je dis ça à des personnes qui Mm. sont sur des traumatismes ou des agressions plus, Ah tu ouais, leur balances ça, faut c'est être compliqué, très, ouais. très en fait, Ouais. pédagogique. Et puis, enfin, vraiment être pédagogue. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est au moins ce qui a récupéré le minimum du minimum, c'est la résilience. Mm. Et c'est le truc que, en fait, on acte que vous n'êtes pas mort en fait suite à ça. Vous avez traversé ça. Même si aujourd'hui vous êtes dans mon fauteuil et que vous êtes amoché par ça, mais quelque part vous êtes encore en vie, vous êtes encore sur vos deux pieds. Donc déjà, on va récupérer la résilience. Après tout le reste, si vous voulez, en fait, on l'enlève, on lui dit au revoir. Mais par contre, ça, la résilience, on va bien l'activer et la mettre au présent. Mais ce que tu disais, Wallo, c'est que souvent les personnes, au début d'un accompagnement, je peux faire en fait j'appelle ça un état des lieux de l'espace-temps de la personne, de sa ligne du temps. Et si en fait à la fin de l'accompagnement, je refais un état des lieux de sa ligne du temps, il y a énormément de choses qui ont bougé. Donc, et souvent d'ailleurs, pour pouvoir en fait commencer un accompagnement, quand j'ai des personnes qui ont beaucoup de choses vraiment qui viennent avec énormément de choses, je me dis wow, vas-y, on va faire étape par étape. La première étape, c'est souvent de faire un état des lieux de l'espace-temps. Voir comment la personne se met en relation avec son espace-temps, comment son espace-temps est peut-être nourri ou absorbé par des éléments. Comme tu vois, si on revient sur le décès, moi j'ai des personnes qui me disent cette personne-là, elle est décédée il y a 2 ans, mais j'ai l'impression qu'elle est là, quoi. Ou que son image, ou que sa mort, ou que son enterrement, il est là, quoi. Donc comment tu veux en fait te construire quand tu as une image en fait dans ton espace-temps qui est là? C'est comment en fait tu vas pouvoir travailler sur l'empêchement. Qu'est-ce qui a fait que cette image, elle a été empêchée de pouvoir vraiment repartir dans la zone du passé? Comment tu vas écouter en fait ce qui se passe là, prendre le meilleur de ce que ça veut dire. Souvent c'est une intention extrêmement positive. Je peux pas en fait, je suis loyale à cette personne, je culpabilise, mais même la culpabilité est une intention positive. C'est qu'il y a un truc qui se sent coupable derrière et donc il faut l'écouter. Tu vas travailler sur l'empêchement et donc après au fur et à mesure, soit ça se fait tout seul, soit symboliquement aussi la personne prend et en fait initie ce mouvement en fait de laisser le passé au passé, quoi. Voilà, donc ouais, bien sûr que non seulement en fait en séance ça peut prendre plein de formes en fait la ligne du temps, mais en plus même en toute autonomie, tu peux très bien te faire des petits updates pour savoir où est-ce que tu en es, quoi. Ok. Bon. Eh bien, sur ce, Eh oui, le mot de merci la à fin. tous. Ouais, merci encore pour l'invitation, c'était super. Avec plaisir. Merci à toi, Elsa. Merci à vous. On se retrouvera dans une autre émission plus Oui. tard. Avec grand plaisir. Et puis, Merci. belle continuation à l'émission et Merci. belle continuation Merci. à vous et aux personnes qui nous ont regardés et qui nous regarderont en Ouais. replay.
En replay. Merci aux nouveaux followers aussi, c'est Justine et j'ai dit un autre nom tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Merci encore de nous avoir suivis, trop chouette, ça augmente petit à petit. Le replay Ouais. sera dispo pendant 2 semaines sur Twitch, donc voilà, pour ceux qui veulent le revoir. Ouais, Ou et le on partager revient bien. le 5 décembre. Le 5? Ouais, Ok. normalement. Normalement. Ouais, Pour une émotion, une émission sur les émotions. Waouh. Alors, une Voilà, émotion qu'est-ce sur que les je émissions. fais des émotions que je Oh. vis à travers les mangas et les animés. ouais, Donc, Ça va être grosse émission. encore une sur- émission à la thématique large et C'est puis on ça. va encore se retrouver à dire ouais mais on va en faire d'autres. Non, mais Bah, c'est bien voilà. sûr. Mais c'est bien, ça veut Ouais. dire qu'il y a plein d'émissions à faire. C'est Bien ça. sûr. Bah oui, c'est souvent ça, la saison 1. Il faut déblayer un petit Bah peu. oui, quoi. c'est ça. Ouais. Mais Justine, tu nous suis, tu peux venir sur le Discord. Venez aussi sur le Discord pour continuer les discussions aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait un Discord. C'est pour aussi créer un peu la communauté autour et qu'on puisse aussi s'échanger des tips. Si vous voulez aussi consulter Elsa ou Sae ou Wallo, ben voilà, c'est possible. Ou Anaïs qui était Ou là Anaïs la qui était semaine la Oui, semaine bah oui. dernière, le mois dernier. le mois dernier. Donc voilà. Et j'ai Oui. juste une ressource, j'en ai pas du tout parlé, mais voilà, il y a ça, Ah c'est ouais. les catalogues de la mort. C'est fait par Bunpei voilà, Yori Fuji. C'est pas du tout, en fait, c'est pas un manga, mais vous voyez, c'est quand même vachement illustré. Voilà, c'est vraiment l'auteur, il a voulu se donner un cadre pour réfléchir en fait à la mort. Mhm. Et il voulait pas du tout un livre prise de tête, donc c'est extrêmement facile à lire et ça vous donne plein d'éléments sur la représentation de la mort, les émotions liées à la mort, à la sienne et aux autres. Et aussi, du coup, plein de clés pour la vie aussi. Voilà, donc je vous le Super. conseille. Merci. Trop chouette. Merci pour ce partage. Avec grand plaisir. Bon, bah, belle soirée. Bonne soirée à toi, Bonne soirée à tous. vous et au mois Ciao, prochain. ciao. Salut. Salut. Salut.